Hey, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, numéro 37, c'est complètement fou. On est content. J'ai préparé une intro, attention, je vais vous la lire, j'ai préparé cette... C'est pour ça qu'on est en retard, hein, j'ai mis 4 heures à écrire cette introduction. Alors ce soir, vous auriez pu regarder Grey's Anatomy sur TF1. Problemos sur Canal+, un très bon film écrit par Blanche Gardin et réalisé par Eric Judor. Ou encore vous voterez devant Mammut sur Arte avec le grand Gérard Depardieu. Mammut. Eh bien non, vous avez décidé d'appuyer sur le bouton Pourquoi Buffy c'est génial de votre télécommande et regardez avec nous l'épisode Help, un super épisode de la saison 7 de Buffy contre les vampires. Et vous avez bien raison. Hein, ils ont bien raison. Tout à fait. Très bonne introduction, certain. J'ai tout donné. Et donc oui, on va parler de l'épisode Help de la saison 7 et dans cet épisode, Buffy parle du groupe Blue Oyster Cult, donc le culte de l'huître bleue hein, oui. en français. Mais elle fait une vanne parce qu'elle dit, on parle de ça. Elle dit Blue Calm Cult, voilà, c'est drôle. C'est ce qu'on a écouté. Et voilà, et c'est, j'en parle parce que c'est ce qu'on a écouté pour notre générique début, un morceau qui s'appelle Don't Fear the Reaper. Ça me rappelle des trucs. Reaper. Alors, finissons cette introduction. Je suis accompagné pour ce 37e numéro de Riley. Comment il va, Riley ? Très bien, bonsoir. Riley, t'auras regardé quoi, toi ? Grey's Anatomy, Problemos ou Mammut ? Burger Quiz plutôt. Pourquoi pas ? Clément, c'est dispo en replay. Bonsoir. T'auras regardé quoi, toi ? Moi, j'aurais regardé Mammut. Mammut, ouais. Tout simplement parce que je l'ai pas vu en fait. Très bon. C'est une bonne raison. Et on a un invité. Un invité exceptionnel. Un invité complètement exceptionnel. David, comment ça va ? Bah ça va très bien. David, merci donc de me recevoir. Merci à toi d'être là. Tu es donc un énorme fan de Buffy. On va en parler dans la rubrique de l'invité. T'as même fait créé des conventions Buffy. C'est absolument génial. Tu es donc réalisateur, scénariste. Tu fais plein de choses. Tu es youtubeur un petit peu. T'as une petite chaîne sur Buffy, tout ça. Auteur. On l'a dit. On va parler de tout ça avec toi. Toi, t'aurais regardé quoi ? Plutôt Problemos, plutôt Grey's Anatomy, plutôt Mammut ? Bah, Grey's Anatomy, j'ai déjà vu parce que je suis très fan, même 14 ans après. Donc j'aurais probablement regardé aussi Mammut que j'ai pas vu et il paraît que c'est très bien. Mais oui, Gérard Depardieu sur sa mobilette à la recherche de ses anciennes fiches de paie. Ça a joué gratuitement dans le film. Ça n'a pas de prix. Payé en 20. Alors, je vous encourage donc à enregistrer donc ce qui se passe sur Arte et à rester avec nous parce que on va parler de plein de choses. De quoi on va parler, Riley ? C'est quoi le sommaire ? On va d'abord faire des gros bisous, comme d'habitude. On va aussi refaire le match. Cette rubrique formidable où on dit on fait le match, où on dit les erreurs, hein, tout simplement. On revient sur les erreurs, voilà. Quasi jamais. Les petites bières qu'on a fait dans l'épisode. Il y en a une ce soir. Après, donc on commente l'épisode Help de la saison 7, la prédiction en français, c'est ça ? Oui. C'est ça, la prédiction en français. La vraie traduction, une prédiction. On va parler de la vie d'ado au lycée, et que c'est pas facile d'être un ado. La responsabilité de Buffy, qui va commencer comme conseillère au lycée dans cet épisode. On va parler de montage et de réalisation. Et après, on partira sur la rubrique de l'invité. Bonjour. Qui est bien là. David, pardon, je t'avais oublié. Et on finira avec comme d'habitude avec les 6 thèmes Buffy. Tu vas aimer ça donc. Et les 6 thèmes Buffy, tu vas peut-être aimer ça, mais on t'en parle quand même parce que c'est cool. Ça n'a rien à voir avec Buffy. Et David, d'ailleurs, faut que tu t'en as pas encore trouvé. J'en ai proposé. Ah ça y est, entre temps t'en as trouvé. Mais il a même trouvé 3 les gars. Ah 3. Ah oui d'accord. Mais tous refusés. C'est ça qui est. C'est dommage. C'était bien très dur. C'est fini l'époque où je refusais des systèmes Buffy. Tu as aimé ça hein ? Ah ouais bah oui Willow tu l'as refusé, ça m'a beaucoup déçu quoi. Est-ce que tu as fini le Oui, faut rappeler le principe du podcast. Ah oui d'accord. Bah, je rappelle, c'est nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons ensemble en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur, évidemment. Correctement. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et en vidéo sur Dailymotion. Et pour trouver tous les liens, vous allez sur pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché, c'est génial. Ou alors vous passez par nos sites partenaires Slayer Revival et Buffy Angel Show.
Sans plus attendre, passons à la rubrique préférée. On dit bonjour au chat aussi, on n'a pas dit bonjour au chat. On dit carrément bonjour au chat, il y a des gens qui ont... Il y a Audrey qui dit qu'elle préfère Pourquoi Buffy c'est génial à Burger Quiz. C'est ce que j'allais dire, on a des petits nouveaux aussi qui sont là pour la première fois sur le chat. Et ben vous allez voir... bienvenue à tous. Là c'est le moment qu'on adore tous, c'est le moment où on fait des gros bisous aux gens, c'est parti. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Moi je fais des gros bisous à Guy et Angélique, à Elle d'Enfer aussi qui partagent un maximum sur Facebook, des gros bisous à Julie qui nous écoutera en différé parce que quand elle rentrera de Londres. Gros bisous à Antonin qui nous offre les curly que nous mangeons en ce moment. Merci Antonin. Merci Antonin. Merci, un gros merci à Antonin. Des gros bisous. Ah voilà, un gros bisou parce que là va falloir développer. À Cloudscon. Cloudscon c'est qui c'est des gens qui organisent des conventions et notamment des fan meets. Et ils ont déjà fait un fan meet l'année dernière à Buffy, donc on parle de Buffy dans ce podcast. Et là ils vont en refaire un le 3 novembre prochain. Donc je vous explique comment ça se passe. Et voilà, et surtout on est partenaire avec Clousecom, partenaire de ce fan meet. Donc on vous en reparlera régulièrement. Et si vous y allez, on risque de s'y croiser. Et j'ai peut-être une exclue aussi sur le fan meet. Ouh là là, si vous voulez. Ah ouais. Attention, c'est le moment. Excellent. Alors déjà, donc précisons les détails techniques. Voilà, ça se passe donc le 3 novembre 2018 à l'Evergreen Lowell Hotel. À Los Angeles. Alors c'est à Levallois-Perret. Ah d'accord. Comme son nom l'indique. Les guests confirmés sont Christine Sutherland, donc la maman C'est de qui Buffy. Matt, un peu d'humour. Matt Van Dien, qui est l'un des costume designers de la série. Amber Benson. Je n'ai pas besoin de présenter Tara donc. Et il y aura aussi gros guest Larry Bagby. Qu'est-ce que c'est Larry Bagby? Et ben c'est Larry. C'est Larry, le vrai Larry. Le vrai Larry qui sera là en chair à œuf. On a trop hâte de le voir. Et donc pour accéder à cet événement, il y a des passes Angel à 80€, des passes des passes Hell comme l'enfer. Il y en a plus, mais il y a des passes Heaven à 250€ pour avoir accès à des autographes. Goblin Heaven. Vous pouvez rencontrer les gens, faire des autographes, faire des photos. Enfin voilà, il y a plein d'options. N'hésitez pas donc à aller sur le site de Cloudscon, qu'il faut que je prononce correctement, et il y aura tous les détails de la billetterie. David, est-ce que tu as une petite info alors sur ce? Je vous la dévoile plus tard. Ouh là là, on peut rester jusqu'à la fin du podcast. Il est fort, il est très très fort. Donc on y sera. Normalement oui, il faut qu'on règle les détails techniques, mais normalement. Donc on va aller à Levallois. Ok. Tu vois, c'est génial Levallois. L'équipe de Pourquoi Buffy c'est génial est connue pour avoir un très gros cachet. Bah évidemment. Putain. Je crois qu'il y a un pass spécial pour nous rencontrer. C'est ça. Alors je finis mes gros bisous avec un gros bisou qui n'a rien à voir à Blablateur75. Alors il nous a pas mis 5 étoiles, il nous a mis 3 étoiles sur iTunes. Mais quel est l'intérêt de faire ça? 3 étoiles. Et tu parles de lui. Eh ben il a argumenté et je suis pas trop en désaccord avec lui. Il dit que donc c'est toi en fait. il nous dit Blablateur 75, il nous dit arrêtez donc de parler, de manger et de boire et de parler en même temps, ça gâche le plaisir. Ça fait quand même beaucoup de étoiles pour ça. On parle pas. Il a vraiment dit sur ce ton là, comme ça? Non, non, mangez pas. Les points d'exclamation, c'est moi qui les ai rajoutés, mais d'accord. Je pense qu'il était colère, Blablateur 75, donc... On peut lui dire qu'on essaie de faire un effort quand même, c'est vrai. C'est ce que je m'empresse de lui dire immédiatement. Blablateur, nous allons faire de gros efforts. Promis, on va essayer de moins se couper la parole. Et arrêter de boire et de manger. Putain, ah oui, d'accord. Ah bah oui, on va crever de faim, nous. Il se passe quelque chose d'inédit, là. Oui, Riley vapote... Putain, le mec, donc il a décidé de plus manger, plus boire devant les micros, il va vapoter maintenant. C'est ça, le Blablateur, c'est soit la vapoteuse, soit la bière. Soit le saucisson. Il arrive, il a besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. Je suis désolé. Je suis désolé, Blablateur 75, tu auras des bruits de vapoteuse maintenant à la place. C'est le fond qui est le plus important ou c'est la forme Dis-nous, est-ce que c'est le fond ou la forme le plus important? Alors, enchaînons. Messieurs, est-ce que vous avez des gros bisous? Riley, on commence par toi. Bah, Blablateur, déjà, gros bisous. Je t'embrasse. Si je voulais faire un bisou à Petit Cactus, Gotenkun et Nate qui ont commenté sur le dernier épisode. C'est des exemples à suivre, ces gens qui commentent les épisodes sur le site. Et à Lola et Michael, des fans de Buffy qu'on a rencontrés sur un tournage il y a pas longtemps, qu'on a fait tous ensemble. Lola
Et Michael, putain. Des gens incroyables. Carrément. Gros Et bisous. donc c'était très cool, il y a des grands fans de Buffy qui nous ont bien aidés sur ce tournage. Voilà. C'est là pour gros, enchaîner, gros bisous à Solène qui nous écoute d'ailleurs sur le chat maintenant. Je voudrais même qu'on lui dise tous un gros bisou à 3. 1, 2, 3. Gros bisous Solène. Alors, notre invité David, est-ce que tu as des gros bisous à faire passer? Écoute, on va en profiter. Yael, que vous avez reçu ici, Gros bisous Yael. Gros bisous Yael. ma twin, ma sœur de cœur et de plein de choses. On en reparlera sûrement. Bisous à Juliette, avec qui j'ai commencé à faire les conventions Buffy il y a 10 ans, et sans quoi je n'aurais jamais d'ailleurs rencontré Yael, et ma meilleure amie, donc ma Willow. Bisous Juliette. Mon chéri Gaëtan, si tu nous écoutes, ce qui ne sera pas le cas puisque tu ne regardes pas Buffy. Ah, c'est nul probablement un de tes rares défauts. Je t'embrasse. Ça arrive souvent. Et puis, je tiens un bisou aussi aux gens aux auteurs de Feu Clap Magazine qui a fait un super article sur Buffy Ah oui. il y a quelques temps, qui était très complet et très réussi. Et le magazine malheureusement a fermé ses portes récemment. Alors ouais, on connaît, transformé, le magazine. on avait des amis dans ce Clap Magazine, donc qui est devenu les écrans terribles. Hein, Les c'est écrans ça. terribles. C'est bien ça, vous pouvez retrouver sur Facebook, sur les internets, ça s'appelle les écrans terribles maintenant. Avec notamment Carole, une grande fan qui est déjà passée Tout à plusieurs fait. fois dans notre Oui. podcast. Au niveau gros bisous, on est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on On est pas qu'est-ce mal. qu'on en pense? On est bon? Non, mais non, je n'ai Alors, passons immédiatement à la rubrique suivante, la rubrique l'énigme de Tonton Ah oui, oh là Jace. là, Ah oui. incroyable. Je voudrais t'écrire les mots vrais pour guider ton destin, être comme un père qui transmet et qui te prend la main. Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme. Une quoi? Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait, juste donne-moi la clé, parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non, c'est pas ça. Explication, parce que les gens qui nous écoutent C'est pas souvent n'ont rien compris. C'est pas ça. On parle pour les Et vraiment la VF de Buffy, de musicale de Buffy. Oui, c'est Giles qui chante effectivement. Donc normalement à ce moment-là on parle des Ça change. sondages, mais là le sondage, si vous nous avez suivi la dernière fois, c'était quel épisode allons-nous commenter la prochaine fois. Donc le sondage, vous avez été d'ailleurs beaucoup à y Ouais, c'était répondre. super. Vas-y, bah, tu peux nous en parler. Ryan. Il y avait un monde de dingue sur ce sondage, hein. C'était cool. Ça faillit être Im l'épisode avec le blouson magique, vous vous souvenez? Ça s'est joué à deux doigts entre Help et Im, et finalement c'est elle. Finalement, donc on commente elle parce que c'est vous, les auditeurs, qui l'avez décidé. Parce que c'est un très bon épisode Et aussi. ça fait Et on plaisir. refera ça peut-être à l'occasion, ce genre de sondage. Mais donc on le fera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu vas non. nous faire une énigme. Alors à 22h sur le site internet de Pourquoi Buffy c'est génial, il y a une énigme qui va apparaître. Il faudra retrouver, vous verrez, c'est un jeu préparé par Tonton Jace. Et à gagner, et ça c'est exceptionnel, ce sera un dîner tête à tête avec Clément. Dès que vous avez l'occasion, Clément, c'est moi qui invite, bien sûr, mais Clément tête à tête avec le gagnant de l'énigme de ce soir, donc ce serait cool. Et bah ça sera KFC, hein, par contre, je vous préviens. Le gagnant ou la gagnante? Le gagnant ou la gagnante, Le bien gagnant, sûr, la gagnante, oui. évidemment. Ou démon. Ou démon, démon est démoniaque, accepté. S'il y a des démons qui répondent, ce serait. Bah ça serait mieux en fait. Oui. Non, bah voilà, c'est tout. Vous verrez l'énigme à 22h. De toute façon, ce sera retweeté, tout ça. Et ce serait bien que vous la trouviez pas ce soir. Tout de suite, la rubrique suivante, la rubrique On refait le match. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps, je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Alors la rubrique On refait le match, donc c'est une rubrique qui n'arrive pas très très souvent dans le podcast, parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit, Riley, c'est les fois où on fait des petites erreurs. Voilà, ça arrive, voilà, mais c'est très très rare. Bon, sauf que là, c'est arrivé, on a fait une belle erreur. Dans le podcast qu'on avait fait au moment de la saison 5, ah oui, c'était Dracula, je crois. On avait dit un peu de la merde sur le changement de rôle de Martin Oxon. Et heureusement, je voulais vous le dire d'ailleurs dans l'épisode. Heureusement, notre fidèle auditeur Nico, qui est aussi un énorme fan de Buffy, a remis les choses à leur place en précisant voilà, correctement les choses. Donc en commentant l'article du podcast sur le blog, vous pouvez faire ça. Il faut suivre l'exemple de Nico. Il est fort, Nico. Et oui, là, donc il nous explique que donc Marty Noxon, contrairement à ce qu'on disait, passe coproductrice exécutive en saison 5, mais Joss reste toujours le seul showrunner. En saison 6, elle est showrunneuse pendant que Joss bosse sur Once More with Feeling et Firefly, on est d'accord. Et en saison 7, ils sont tous les deux co-showrunners, showrunneuse.
Et alors que nous, on n'avait pas du tout dit ça, on avait dit de la merde, comme très régulièrement. Vous êtes prêts à donner des vraies infos là? Ah mais carrément. Le récompense à l'énigme là a l'air d'affoler le chat. Donc ça c'est oui, putain, c'est le feu sur le chat là. Mais on a créé un buzz. L'énigme est très dure. Il est avec Clément, j'avoue. L'énigme est dure, ils vont pas trouver. Là, c'est le moment de donner des vraies infos aux gens, pas de se tromper. Venez, je me sens seul. Et on va parler de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic phone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Je lis le chat pendant le jingle et je lis une seule phrase, c'est elle est molle, on la voit pas beaucoup, elle sert à rien. Oui, c'est Big M ça. J'ai lu juste cette phrase et ça m'a fait rire. Je suis puéril, hein, j'ai 15 ans. L'épisode du jour, donc on va vous parler de Help, la prédiction en VF, l'épisode 4 de la saison 7. Il a été diffusé pour la première fois le 15 octobre 2002. Ça ne nous rajeunit pas. L'épisode est écrit par Rebecca Rand Kirchner, qui s'appelle maintenant Rebecca Sinclair, pour information, et Drew Greenberg, qui s'appelle toujours Drew Greenberg par contre. Et l'épisode a été réalisé par Rick Rosenthal. Est-ce qu'on a des infos sur ces gens ou... Oui, Rebecca Sinclair était étonnamment la showrunneuse de la saison 2 et 3 du reboot, remake, suite de 90210 sur la CW. D'accord, ok. Qui d'ailleurs, accessoirement, sont en fait pour les seules saisons visibles, regardables de 90210, le reboot. Ça a fait que 2 saisons ça. 5 saisons quand même. Ah, 5 saisons quand même. Ça marche. D'autres choses à préciser? Non, c'est une scénariste qui est surtout qui a bossé sur les dernières saisons de Buffy, pas 5, 6, 7. Ouais, c'est plutôt 5, 6, 7. Heureusement que l'invité est là quand même, parce que vous avez vu qu'il met le niveau un peu plus haut que vous pour les infos, les gars. Bah ouais. Va falloir vous rattraper sur IMDb, c'est une info d'IMDb. Ouais, va falloir te rattraper, Riley, tout de suite avec un pitch. Est-ce que t'as préparé un pitch? J'ai évidemment préparé un petit pitch. Bravo. Voilà, attention, je vais vous le lire. Hein. Ouais. Pardon. Buffy va prendre très à cœur son nouveau boulot de conseillère du nouveau lycée de Sunnydale. Donc c'est comme ça que la saison commence. Et lorsque la jeune Cassie lui annonce qu'elle va mourir vendredi. Ça c'est l'épisode est lancé, donc elle va amener l'enquête. Et genre là l'histoire commence au début de l'épisode, on est lundi à peu près. Oui, et ça arrive vendredi. 9h20 à peu près, je dirais. Au début de l'histoire. Donc au programme de cet épisode, il y a des adolescents malheureux, il y a des adolescents un peu débiles quand même. Et c'est une enquête pas ouf, moi je trouve, personnellement. On va en parler. Oh là là, mais attends, mais carrément. Et j'ai vu sur le chat qu'il y a déjà des gens qui sont d'accord avec moi. On en parlera de pitch d'abord. Tu te calmes, c'est un pitch là. J'ai essayé d'angler le pitch. D'habitude, je suis assez neutre. Là, j'ai voulu angler le pitch. Tu as un peu anglais le pitch, en effet. Bref, voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Mais grave, on est prêt. Attention, tout le monde est prêt? Riley, vous êtes prêts? Bah oui. À dire tout le mal que vous avez pensé de cet épisode? Non, mais des trucs vachement bien, c'est juste des trucs vachement pas bien. On a Riley contre et Clément pour en fait. Exactement. On tente une nouvelle approche du podcast. Allez, pourquoi Buffy c'est de la merde? Épisode 37. C'est l'horrible titre. Non, je cautionne pas, je veux pas participer à ce podcast. Allez, attends, il va dire top. Attention, alors chez vous, munissez-vous de votre télécommande, de votre souris, de votre Google Home. Peut-être vous pouvez lancer l'épisode en faisant hey, ok Google, lance-moi Help de Buffy. Peut-être les gens vont faire ça, on ne sait pas, c'est le futur. Ouais. Et attention, vous êtes prêts à lancer l'épisode dans 3, 2, 1. Top, je lance l'épisode, ça commence, c'est en train de commencer, ça mouline un petit peu, ça c'est une vieille Freebox. Hein. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Après, les épisodes précédents. On est donc dans le Previously de l'épisode et on voit Anya, déjà premier fait incongru, on voit Anya dans ce Previously, je vous annonce tout de suite, on la verra pas du tout dans l'épisode, ça n'a aucun sens. Oui, sa scène a été coupée. Et voilà, il est fort. Anya Alexander qui sont plus ensemble. On vous expliquera pourquoi on ne verra pas Anya dans cet épisode et on voit surtout Buffy parler avec un proviseur parce qu'elle a un nouveau travail. Conseillère au lycée. Ouais, j'ai jamais compris ce début. J'adore ce début parce que je trouve ça hyper cool de les voir là comme ça faire leur opération d'infiltration, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai essayé de me rembobiner en me disant pourquoi est-ce qu'ils auraient été rentrés. C'est la mission de la tueuse dans des cercueils pour s'introduire. Ouais, c'est ça, ils sont cachés dans des cercueils. Dans des cercueils. Donc je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour y arriver. Surtout quelle utilité, pourquoi il a fallu qu'ils s'introduisent. Il le dit que Sander, dis donc cette fois c'est un peu chiant, tu vois, ils sont en chasse quoi. Surtout je pense c'est complètement pour le ça c'est la mise en scène hyper chouette,
mais c'est la symbolique, c'est. Mais en plus, oui. Mais après, je me suis essayé de remonter un peu pourquoi. Est-ce qu'elle allait pas juste arriver comme d'habitude et pouf, et puis comme elle fait dans 15 Parce que là, épisodes. elle sort d'un cercueil, c'est plus symbolique. Comme Voilà, comme exactement. C'est purement dans l'esthétique. C'est intéressant, moi j'adore ça au niveau de l'esthétique. Je vais vous expliquer ça. Narrativement, c'est un peu On est dans la première scène, et comme souvent dans cette très bonne série, la première scène sert à donner le ton, le thème de l'épisode. Et donc c'est ce qui se passe avec Buffy, Xander et Dawn qui sortent du cercueil. En gros, on est tous déjà morts. Quoi qu'on fasse, on est déjà mort, on est déjà dans des cercueils, donc ne nous prenons pas trop la tête. C'est un peu ce que sous-entend ce. Ah là, il y a déjà une annonce de la suite de l'épisode et de la saison, ce qu'elle dit, ma mission c'est vampire par vampire, un par un, et elle prend sa mission très à cœur, et c'est une déclaration assez importante, et pour le reste de l'épisode, et pour le reste de la saison. Exactement, ouais, on est complètement dans la mission. Il y a un petit côté première saison, voilà. Sauf que les blagues d'Oxander étaient plus drôles. Elle va en patrouille où elle va buter des vampires accompagnés de ses amis, et elle parle pas du tout, elle parle pas du tout des vampires. Elle parle d'ailleurs, ils refont tout le contexte global, Willow, le retour de Willow, le nouveau travail de Buffy. En gros, tout ce qu'on nous a dit dans le previously. Enfin, moi, j'aime beaucoup dire que le previously ne sert à rien. Là, clairement, on le voit. Tout ce qui est dit dans le previously est dit dans cette première scène. Buffy s'inquiète de sa mission. Elle est pas rassurée. Elle va travailler. Elle a son dernier boulot, c'était de Bummid Palace. Et ça s'est pas super bien passé. Non mais c'est pour ça, mais moi j'adore cet épisode. Et là elle s'inquiète d'avoir un boulot un peu plus traditionnel. Moi j'ai un déjà vu sur cette scène. Dans Phases il y a la même scène. Ils sont dans un truc ils attendent un vampire et tout. Alors Dawn n'est pas là. Ouais, à part qu'il. Bah non mais d'accord, la série évolue, mais c'est la même scène. Non, et là surtout, oui, mais cette scène n'a pas la même signification, surtout. Ouais. On a dans Phases la Buffy qui se reproche la mort de Teresa. Là, ça n'a absolument rien à voir. On a Dawn qui dit oh, she looks, elle a l'air. Buffy qui dit peaceful, elle a l'air paisible. Et la vampire qui fait I'm not peaceful, je suis pas reposé, je suis pas en paix. En paix, oui. Et Buffy, that I can help with. Je vais t'aider à reposer en paix, et ça va être le leitmotiv de tout l'épisode. Aider, help. Ça tombe bien, c'est le titre de l'épisode. Ah, c'est pour ça. Buffy va le dire à chaque fois. Elle est là pour aider les gens à reposer un peu, tel un croque-mort un petit peu. C'est aussi aussi ce que représente son entrée dans un cercueil. Sauf que là, elle va tomber sur un cas inédit, vous allez le voir, d'un décès consenti ou au moins accepté dans ces circonstances. Buffy va se retrouver un petit peu désarmée. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode. Et donc là, on est sous le générique début. Générique début. Pourquoi est-ce que Willow maintenant c'est As Willow alors qu'avant c'était Giles? Tu n'as pas de réponse à cette question. Non, c'est une question que je veux. C'est contractuel en fait. Ah oui. Elle est payée un plus cher maintenant pour être dans la série. Oui, c'est un contrat différent effectivement. Elle est alias. Les alias. Il faut marquer As. D'accord. En plus de points. Premier plan. Premier plan. Elle est emprisonnée. Le premier plan qui est le dernier en fait. Et voilà, il est fort. Il a tout compris. Tu as lu le conducteur. Ouais, exactement. Le premier plan, donc on était sur dans le couloir d'un lycée. Alors c'est un lieu commun de la série, mais après on déviait vers la fenêtre d'un bureau caché derrière des stores et tout. Et là c'est quelque chose de beaucoup moins habituel parce qu'on découvre la bulle des adultes à l'intérieur du monde des adolescents. Et dans cette bulle, il y a Buffy. Bah oui, parce que Buffy fait maintenant partie du monde des adultes au milieu de ce lycée de Sunnydale. Elle n'est plus élève. Et donc effectivement, comme le dit notre invité, il faut carrément se souvenir de ce plan, c'est le plan qu'on reverra à la fin qui aura une toute autre signification. Et on est rentré dans une succession maintenant d'étudiants qui viennent raconter leurs problèmes. Montage alterné de plusieurs étudiants, dont futur potentiel, notre ami. Ouais, exactement. Il y a plein de gens qu'on va revoir plus tard dans l'épisode, même plus tard dans la saison. Et là, le truc commun qu'ont tous ces adolescents qui viennent voir la conseillère Buffy, c'est de cacher leur vraie nature. Ils commencent tous par mentir à Buffy, mentir ou au moins pas lui dire exactement la vérité. Et il va falloir qu'elle creuse pour apprendre, il va falloir qu'elle enquête exactement quand elle doit combattre les forces du mal. Il y a toujours une phase d'enquête où au début elle comprend pas ce qui se passe et au fur et à mesure ils finissent par se livrer, voilà, c'est ça. Mais eux quand même au fur et à mesure des couches vont finir par avouer quelques trucs. Et voilà. Donc au départ on se dit Buffy elle va faire n'importe quoi, elle est mauvaise, elle est toujours nulle dans ses jobs humains. Et peut-être que ce job-là, de conseillère, d'enquêtrice un petit peu, peut-être qu'il est fait pour elle finalement. Mais pas du tout. Ah non, mais oui, moi dès le début de l'épisode, tu sens qu'elle est pas à sa place tout simplement quoi. Ah, tu penses que c'est pas un travail fait pour elle, Clément? Bah ouais, je vais vous choquer peut-être, mais non, je crois pas que Buffy soit faite pour. C'est tout le thème de la saison. Elle a fait son petit clin d'œil que j'adore, qu'elle a pas fait depuis au moins 2 saisons où elle fait. Non mais attends, mais symboliquement alors elle fait ce métier, enfin qu'est-ce que je comprends pas. C'est vrai qu'elle est à fond depuis sa mort, elle a jamais été autant à fond peut-être. Bah ouais.
C'est le deuxième mort. Ok. Bon, le débat est ouvert. Dites-nous sur le c'est le problème, c'est que c'est la problématique de la saison. C'est est-ce qu'elle est à sa place et si elle l'est, qu'elle le fait bien en fait. Donc c'est pour ça qu'elle laisse en l'être en fait. Elle l'aime mais elle le fait mal. D'accord. Oui, d'accord. Parce qu'elle se comprenne. On est la lecture première du truc. Ok, d'accord. C'est une première étape vers ce qu'elle va faire avec les potentiels plus tard. C'est surtout. Justement, oui, mais on est au tout début de la saison. C'est saison de la transmission, bien sûr, évidemment. Donc elle commence par transmettre à des. Mais oui. Nous avons la joie d'être dans un décor autre que ce qu'on a toute la saison parce qu'ils avaient plus trop de budget, surtout qu'ils devaient économiser pour la scène finale de la série. Et on voit plus qu'après une rue, toujours la même, il y a le droit à le cinéma. Donc la maison de Buffy et un cimetière. Ouais. Et là, pour une fois, wow. Effectivement, on est dans un parc. Willow et Xander se baladent. Et là aussi, comme avec les adolescents, là aussi les apparences sont trompeuses. Dans la scène, on a l'impression que c'est une balade joyeuse, ou au moins guillerette, entre deux amis au bord d'un lac. Et on va voir plus loin dans la scène que c'est pas complètement ça. Il parle des enjeux de la saison aussi. Voilà, et surtout après on comprend que c'est surtout une visite au cimetière, que Willow va se recueillir devant la tombe de sa bien-aimée Tara. Et ouais, voilà, une nouvelle. On redit une nouvelle fois le thème de l'épisode, l'acceptation de la mort, qui est centrale ici et qui est même à travers des personnages qui sont pas du tout centraux dans cette intrigue. On nous met cette thématique à travers ces personnages-là. Donc là, on utilise Willow et la perte de Tara pour nous expliquer que c'est pas facile d'accepter la mort. Et puis ça appuie l'importance du personnage de Tara. On l'a pas oublié même. Et pour moi, c'est problématique, c'est que là, dans cette conversation qu'ils ont actuellement, ils parlent plus du retour de Willow qui a peur d'elle-même, parce qu'elle a failli provoquer la fin du monde et son rapport à elle-même. Elle s'est un peu énervée, faut dire. Alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'ils ont toute la saison passe plutôt sur son rapport à elle-même, comment ne plus faire de mal à mes amis, ce qui est effectivement important. Mais finalement, le Z de Tara, je trouve, passe un peu à l'as et dans la saison. Et que dans cet épisode-là, et peut-être dans l'épisode où elle se transforme en Warren, où vraiment il traite du deuil de son deuil, et vu l'importance de Tara pour elle, et que c'est quand même pour elle qu'elle a provoqué l'apocalypse, je trouve ça dommage qu'il base plus son deuil sur le fait qu'elle a peur d'elle-même, même si c'est important, plutôt que sur vraiment son rapport à plan à la grue. D'accord, Willow dans le cimetière. Willow pénétrant dans le cimetière et Willow au milieu des tombes. Là, on des tombes près de l'eau, c'est comme dans le soldat Ryan. Si vous avez vu. Oui, mais comme des soldats morts au combat, les tombes en or. Mais un film qui était sorti. Comme Willow est juive, elle pose une pierre sur la. Oui, c'est pour ça qu'elle pose une pierre sur la tombe. Oui, alors ça, donc c'est une pratique juive de poser un ou deux ou trois cailloux, enfin un ou deux cailloux, je sais plus. Il cherche, il vérifie. On va dire deux. Mais non, mais ce que je l'ai écrit. Non, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi que Joss Whedon a mis aussi dans une autre œuvre dont il est le papa, dans Firefly. Serenity. Dans Serenity, par contre, oui, à la fin du film, Serenity, il y a des gens qui meurent. Bon, on vous dira pas qui, mais il y a des gens qui meurent. Et il y a des cailloux sur des tombes également à la fin de Serenity. Et comme voilà, c'est une série extrêmement bien faite, je vous le redis. Deux scènes qui n'ont rien à voir dans l'intrigue sont ultra liées thématiquement, vu que là on retrouve Buffy à son bureau avec un type qui a l'air capuchonné, a l'air très très fermé de premier abord, et en creusant, Buffy découvre qu'il a lui aussi un problème avec la peur de la mort, la peur de perdre un être cher. Lui, il a peur que son frère parte à la guerre, et il reste. Et voilà, il y en a très. Ce qui est d'autant plus important, encore une fois, puisque le sujet de la saison, c'est être la guerre. C'est partir à la guerre. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. Bah oui. Oui, c'est très thématique, ces petites histoires. Ça lance beaucoup de choses. Ces petits problèmes adolescents, c'est très. Alors, ça paraît anodin ce montage alterné, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Et pour revenir au contexte historique, c'était une époque où les États-Unis étaient en guerre. Bush a envoyé ses troupes pour des raisons un peu obscures en Irak. Un peu partout, humanitaire avant tout, David. Tout à fait. Alors ensuite, il y a Josh le faux gay, qui fait semblant d'être homosexuel pour tenter un rendez-vous avec la conseillère Buffy. Il tente, c'est raté. Il a les dents pourries en plus. Juste, le comédien s'appelle Kevin Christie. Gros bisous. Et il a joué dernièrement dans une série très cool qui s'appelle Masters of Sex. Je sais pas si vous avez vu, allez la voir. Il y a 4 saisons, je crois, qui est vraiment pas mal, qui parle du plaisir sexuel et des années 50, de deux choses qui vont généralement pas ensemble, et là on voit qu'on peut ça prouve que tu les as pas connus, qu'on peut les mêler. Et il joue un geek cinéaste amateur, et il est plutôt pas mal. Là voilà. Mais voilà, priorité au direct. L'arrivée de Cassie, putain, j'aime bien cet épisode, je vous l'ai dit ou pas? Oui, qu'est-ce que t'as d'autre à nous dire, Clément?
Non, bah non, c'est trop. Non, mais là c'est trop tôt parce que on va parler. Mais non, mais t'es con. Non, donc Cassie arrive dans le bureau. Il est con. Attends que ça arrive l'histoire. Sauf que là, voilà, attends, et voilà, sauf qu'avant que Cassie entre Dawn et Cassie, il y avait Dawn juste avant. Il y avait Dawn, oui. Et ben il devait y avoir une scène qui a été coupée. Que David nous en a parlé tout à l'heure. Il devait y avoir une scène entre Anya et une certaine Lulu. À l'espresso pump, hein, vous savez, l'espèce de. Le seul qui a fait Sunnydale. L'espèce de Starbucks des pauvres, là, de Sunnydale. Et Lulu se plaignait que son compagnon ait oublié son anniversaire. Et Anya faisait n'importe quoi et par inadvertance elle conseillait à la nana de lui pardonner à son compagnon alors qu'elle est démon de la vengeance hein, normalement, donc ça ne marchait pas. Et donc on voyait qu'il y avait un parallèle très clair à faire entre Buffy et Anya qui galéraient dans leur boulot de conseillère. Mais voilà, pour des raisons de durée, cette scène a été coupée, c'est pour ça qu'on ne verra pas Anya aujourd'hui. Et j'ai pris beaucoup de retard entre temps. Oui, il y a eu le cliff de l'acte 1. On a eu la fin de l'acte. Cassie a dit je vais mourir vendredi. Next Friday. Mais alors justement d'après vous, quand on connaît la suite, pourquoi est-ce qu'elle est venue voir Buffy ? Pourquoi, sachant que ce qui va se passer est inéluctable pour elle, pourquoi est-ce Moi qu'elle je est venue m'étais voir dit Buffy ? qu'elle l'a fait parce qu'on lui a un peu obligé. Peut-être qu'elle est là pour aider Buffy ou annoncer à Spike mais non, mais il pose une question très pratique. Pourquoi elle est là effectivement si elle veut pas dire son secret ? Ah bah elle sait qu'elle doit le dire. Je vous expliquerai ma vision du personnage de Cassie. Cassie, pour moi, elle sait tout. Elle sait le présent, le passé, le futur. Elle sait tout. Elle sait que son rôle à ce moment-là, c'est d'aller voir Buffy, de montrer à Buffy que Buffy essaye de la protéger, que Buffy n'y arrive pas, et de dire tout ce qu'elle dira à Buffy. Elle oriente, en faisant ça, elle oriente les personnages. C'est son rôle, elle sait qu'elle mourra à la fin. Regardez Lost ou Clément. Non, mais c'est pas. D'accord, je pense. Et alors, c'est quelque chose que j'expliquerai plus tard grâce à un bouquin formidable, incroyable. Mais voilà, mon avis, c'est très clairement pour ça. C'est le personnage de la voyante, la Cassandre. Tu disais de la mythologie. On y revient. Bah donc par rapport au site, effectivement, on a l'impression que c'est Buffy qui va aider Cassie, alors que c'est Cassie qui va aider Buffy en fait. Finalement, ouais. Complètement. Ouais. Ça, on comprendra qu'à la toute fin seulement. Quoi. Ah oui, parce que oui, Cassandre, bah oui, c'est là que je voulais en parler. Cassie, c'est le diminutif de Cassandre, donc un prénom d'origine grecque, enfin en tout cas dans la mythologie grecque. Cassandre, c'est la fille du roi Priam, le roi de Troie, l'Iliade, la guerre de Troie, tout ça. Juste, il suffit de lire l'intro de la fiche Wikipédia de Cassandre pour tout comprendre du personnage. Vous allez voir, c'est assez magique. Cassandre, donc, elle reçoit d'Apollon, le dieu. Le dieu, le fils de Zeus, elle reçoit de lui le don de dire l'avenir. Mais comme elle se refuse à lui, balance ton Apollon, il décrète que ses prédictions à Cassandre ne seront jamais crues, même de sa famille. Enfin voilà, après c'est quelque chose qui est repris, qui a été repris des milliers de fois dans la pop culture, mais voilà, la Cassandre c'est ça. Elle va dire des choses qui sont vraiment pas cool et donc que les gens ne veulent pas croire, ils ne veulent pas entendre ça. Dont je vais mourir. Là, cette scène est très importante parce que c'est le même rapport que Buffy va avoir avec Giles dans cette saison. Voilà. Complètement. Entre Wood et Buffy. Là, Buffy donc a entendu ça. C'est il y a une ado qui a un problème. Faut que j'en parle à ma figure paternelle de référence. Sauf que tonton Giles est en Angleterre à ce moment-là, et donc sa figure paternelle, c'est. Et puis surtout Wood lui dit ne faites rien parce qu'on peut rien faire parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais. Et malgré tout, elle va y aller quand même contre l'avis de Wood, comme elle va y aller plus tard contre l'avis de Giles. Ah bah oui, Buffy, il la connaît pas. Nous on la connaît, Buffy, on sait qu'elle lâchera jamais l'affaire. Mais comme avec Giles, elle a des a priori sur Wood, sur par exemple d'où il vient. Tout ça, c'est ce qui est problématique par rapport à ce que l'épisode annonce, c'est-à-dire tout le sujet de l'épisode, c'est comment Buffy annonce son complexe de supériorité. Ouais. À Wood. Et bah surtout à tout le monde en fait. Tout le monde, ouais, ça c'est toute la série, non ? Bah c'est toute la saison 7. Ouais. Pour moi c'est toute la série carrément. Bon. Oui. Complexe de supériorité. C'est intéressant. Alors la priorité au direct. Priorité au direct, donc là c'est une scène où il se passe plein de trucs. Donc Cassie discute avec un pote à elle, et là il y a Dawn qui va venir enquêter de manière très très subtile, mais surtout il va y avoir un insert très important, comme l'a dit Riley hors antenne. Il m'a dit que s'il y a un insert, un gros insert, c'est que c'est important, et effectivement il y a un insert sur le livre qu'est en train de lire Cassie, et en plus elle précise, elle dit je le lis seulement parce que j'en ai envie. Ce livre c'est Slaughterhouse 5, Abattoir 5 en français, de Kurt Vonnegut, et
Il faut lire ce livre pour comprendre le personnage. Enfin, si on lit ce livre, on a mis une piste sur qui est Cassie. Les accessoiristes ont compris le personnage à mort pour choisir son bouquin. Moi, un truc comme ça aussi. Ou alors, aussi Joss a dit, c'est tu prends ce bouquin. Non, mais pour moi, c'était écrit. Alors, je sais pas si c'est c'était écrit Rebecca Sinclair ou quelqu'un d'autre, mais pour moi, un truc comme ça, c'est tellement important. C'est écrit. Et c'est comme dans Angel, au moment où Fred meurt, sa peluche favorite s'appelle Figgenbaum, et Figgenbaum a tout un tas de. Tu parles d'Angel, on le voit lire la nausée en saison 3. Alors qu'il venait de boire énormément. Non mais c'est comme ça. Bon, parlons d'Abattoir 5, de Slaughterhouse 5. Donc c'est l'histoire de Billy Pinkering qui passe son temps à faire des bons à différentes époques de sa vie. C'est-à-dire qu'il est enfant, il va se retrouver paf d'un coup pendant la Seconde Guerre mondiale sous les bombes en Allemagne. Pim, après il a 60 ans, il se balade dans New York. Bim, là c'est le jour de son mariage quand il a 25 ans. Enfin, voilà. Il y a un film qui a été fait. Et ça a été adapté en film évidemment. Et pour moi c'est très clairement c'est pour nous dire que voilà, Cassie elle est comme ça. Cassie elle est au courant de toutes les époques. C'est expliqué dans le livre page 156. Moi Billy Pinkering serait mort et cesserait de mourir le 13 février 1976. C'est-à-dire que dès le début de sa vie le gars il sait à quel jour il va mourir et il sait surtout que il ne peut rien y faire. C'est là aussi tout l'important de Cassie. Pourquoi elle passe son temps à dire non mais arrêtez de m'aider, on peut rien faire, personne ne peut m'aider. Vu qu'elle a conscience de tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est déjà passé, elle sait que c'est inéluctable, elle ne peut rien faire. On est tous déjà morts, c'est ce que je vous disais avec cette introduction des personnages qui sortent des cercueils. Parce que ce Billy Pinkering dans le livre Abattoir 5, il va rencontrer des Tralfamadoriens. C'est des extraterrestres qui ont une philosophie de la vie et de la mort très particulière, qui pour eux, la mort c'est pas grave. Ils passent leur temps à dire ainsi vont les choses. Parce que eux, ils résonnent en plusieurs dimensions, pas avec nos dimensions à nous. Et pour eux, il y a plein de dimensions. J'ai eu du mal à réfléchir en 4 dimensions. Et pour eux, un être est forcément vivant ou mort. Ça dépend de la dimension dans laquelle il se trouve. Bah, évidemment. Et donc c'est une manière de voir les choses qui te fait tout relativiser. Et c'est grave. C'est ce qui permet de comprendre un peu mieux Cassie. Et moi, ça me fait penser au docteur Manhattan dans les Watchmen. Oui, exactement. Ce personnage, il est omniscient, donc et à la fois, il voit le passé, le présent et le futur en même temps. Voilà, du coup, il laisse les choses se faire. Et une dernière chose, donc dans ce livre, page 73, c'est écrit les choses que Billy Pinkering ne pouvait pas changer comprenait entre autres le passé, le présent et le futur. Il pouvait rien changer malgré son super pouvoir, comme Buffy ne va pas pouvoir sauver Cassie malgré son super pouvoir. Enfin il y a plein de. Je vais pas garder ça pour la fin. Il y a plein de pistes de réflexion magiques entre ce film et cet épisode. C'est pour ça que Abattoir 5. Première utilisation du mot Google à la télévision. Et voilà, et on en arrive là. Moi j'ai vu le film Abattoir 5, j'ai pas lu. C'est trop tard, on n'est plus sur Abattoir, on est sur Google. Roy Hill en 72. Et Audrey nous disait sur le chat que elle est convoquée parce que ses notes sont en baisse. Cassie elle va. Putain, c'est vrai en plus, oui, elle le dit dans les répliques. Et voilà. Bravo Sarpan. Donc tu voudras qu'on fasse on refait le match? Oui, donc j'avais raison en fait. Oui, mais elle a fait exprès d'avoir des sales notes parce que c'est brillante. Voilà, c'est son destin. Elle le sait, c'est son destin. Tout à fait. Exactement. Tu lui retombes sur tes pas. Oui, donc comme l'a précisé David, alors je sais pas parce que c'est important quand même. Dans l'histoire des internets, première fois qu'il y a des personnages la télévision à la plutôt. télé. Oui. Il y a le mot Google. Il y avait quoi d'autre à part la télévision à l'époque? Mais tu t'as dit des internets. Bah oui, qu'ils utilisent ce mot googler. Je crois qu'avant ils utilisaient le mot anglais et ils ont fini par mettre googler quoi. C'est n'importe quoi. Et il y a surtout il y a aussi Xander et Willow. Il y avait ce plan sur Willow. Putain, on n'a pas parlé du. Vas-y Clément, priorité au direct. Mais non, mais là c'est tout con. Il y avait un plan où Dawn s'approche, là, sort de l'ombre, elle arrive et comme elle est un peu liée à l'enquête, enfin je sais pas, je trouvais que ça rajoutait un petit. En fait, c'était un peu mal fait et là je pensais que c'était un des trucs justement que Riley t'allais détester parce que cet épisode ne fait pas l'unanimité à mon grand regret parce que je le trouve génial. Voilà, et là pour le coup ce plan c'est que tu dis tiens tu vois elle est un travelling guerrière, elle rentre dans l'enquête. Alors, et Dawn va jouer un rôle important. Et mieux que ça, il y a un vrai parallèle parce qu'elle arrive, comme tu le dis, elle arrive dans ce plan assez joli au moment où Willow est en train de lire un poème de Cassie. Il y a un énorme parallèle fait entre le personnage de Cassie et le personnage de Dawn qui vont se rapprocher pendant cet épisode. Il y a aussi un truc, les poèmes de Cassie sont postés sur son blog qui s'appelle CassieNewton.com et le site existait à l'époque. Les fans pouvaient y accéder, voir les poèmes de Cassie. Ils n'ont pas payé le nom de domaine depuis. Donc c'est avant-gardiste pour une série, ça se faisait pas avant. Il n'y avait pas Gossip Girl encore, il n'y avait pas ces choses. Voilà, Lost qui faisait carrément des jeux après en ligne. Là, c'est Buffy est précurseur une fois de plus.
Encore une fois. Et ouais, et là Dawn, elle, maintenant une fois qu'elle est arrivée dans la pièce, elle essaye de participer à l'enquête. Elle dit ah ouais, pour moi c'est un crime passionnel. Il y a un mec qui veut sortir avec elle, mais elle veut pas. Et là, par contre, là les adultes lui disent non. Mais ils lui disent rien du tout. Oui, surtout il la calcule pas. Exactement. C'est pire que ça. Là, on lui refuse l'entrée vers le monde des adultes. Dawn fait encore partie des enfants. Parce que là, c'est un truc très très adulte que vont faire Xander et Buffy. Ils vont aller voir le père de... Et justement, ça c'est probablement la première erreur de Buffy dans cet épisode-là. C'est le premier moment où justement qu'elle annonce la saison de je viens d'avoir un nouveau rôle, comme j'ai eu le rôle de tueuse de vampires. C'était mon rôle, je l'ai pris très à cœur, peut-être un peu trop parfois. Là, c'est mon rôle d'être conseillère. Donc je vais sauver le monde. Donc je trépasse mon droit, je vais directement chez ce monsieur en pleine nuit. Apparemment, il est alcoolique, donc je vais le juger tout de suite. En plus, c'est et en plus par rapport à vous sous-entendre qui cogne sa fille. Et ce qui par contre, elle ne sous-entend pas, elle s'inquiète. Il y a des répliques quand ils attendent devant la porte où elle dit qu'est-ce que ferait Buffy, elle défoncerait la porte. Là, du son conseillère, j'attends. C'est pour ça tout à l'heure quand je disais que oui, voilà, ça lui va pas tellement ce rôle. Audrey, je pense, a dit oui, au contraire, elle s'épanouissait là-dedans. Bah non, parce que regarde, quand elle est dans la porte, qu'est-ce que ferait Buffy ? Elle défoncerait la porte. Là, je suis conseillère, je peux pas faire ça. Conseillère Buffy. Mais justement, en même temps, là, son rôle, elle le foire totalement parce qu'elle prend justement. Ce que va lui dire le Holden dans l'épisode 7, Connivence Conversation with Dead People, c'est t'as un complexe de supériorité, ce qui va suivre toute la série. Ouais. Et dans toute la saison 7, et c'est en gros, à un moment donné, tu sais bien de prendre ton rôle à cœur, mais le fait d'avoir un pouvoir ne fait pas que tu as tous les pouvoirs. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour ça qu'à la fin de la résolution, elle donne le pouvoir tueuse. Et là, c'est ça, c'est qu'elle leur donne un nouveau pouvoir d'être conseillère d'orientation, aide ces jeunes, sauve ces enfants de leur trauma. Ouais. Et son premier réflexe, c'est pas juste de les écouter, de rester à sa place. Elle demande un conseil à Wood qui lui dit non, prends tes distances. Le fais pas. Et elle, son premier réflexe. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est parce qu'elle c'est une héroïne. Elle fait des erreurs. Et Xander et mais je dis pas que c'est pas intéressant, moi j'adore l'épisode aussi. Mais n'empêche que là, moi j'aurais probablement fait la même chose dans le même cas. Honnêtement. Évidemment. Mais elle fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il aurait vraiment fallu faire. Et qui annonce la suite de son caractère dans la saison. Ça nous donne une scène très très bizarre, complètement non fantastique, en plus filmée sans aucun style, avec une lumière dégueulasse. Un peu comme toute la saison 7. Et parce que regarde, juste après... Calmons-nous les gars. Regarde, juste après, Xander et Buffy découvrent Cassie là dans la pénombre, dans l'entrée du garage, et là c'est pas mal. Là il y a un peu de travelling, là il y a un peu de lumière travaillée, et là va y avoir des émotions. Cassie nous fait un joli monologue en mode you think, tu penses que je le veux, mais tu penses que j'en ai rien à faire. Elle balance tout. Elle dit non, ce pouvoir, ces connaissances, je les voulais pas, c'est pas ma faute, je suis pas suicidaire, je suis pas machin, je le veux pas, mais c'est comme ça, faut l'accepter. C'est hyper poignant ce qu'elle dit. Et puis surtout dans la catégorie j'aide Buffy, elle lui dit la première fois, tu as eu tort, c'était pas lui le problème. C'est oui, voilà. Ce qu'elle lui dit. Et voilà, et c'est des monologues qui nous rappellent ceux de Buffy à l'époque où elle avait l'âge de Cassie, justement, son monologue dans la deuxième partie de Becoming, quand elle dit à sa mère tu crois que j'ai choisi d'être comme ça, ou alors Riley me l'avait dit dans Prophecy Girl, quand elle est face à Jace, qu'elle dit mais non, mais je veux pas être comme ça, mais j'ai pas le choix et tout. Voilà, oui, c'est la même chose, ouais. C'est aussi quelque chose que dit très clairement et très souvent la série, c'est et c'est pour ça que c'est une série qui a tellement bien parlé aux ados, c'est où les personnages disent ouais, ok, je suis différent, mais je l'ai pas cherché, donc acceptez-moi comme ça, je suis comme ça, je suis pas pareil, mais je suis comme ça, donc laissez-moi tranquille, quoi. Et c'est pour ça que Cassie est aussi intéressante, c'est que c'est Buffy comme on l'a mis dans la saison 1, c'est Buffy qui veut se sauver elle-même en fait. Moi j'adore Cassie. Exactement. Là, parce que du coup, j'adore Cassie, je te jure. Je parlais du parallèle Dawn Cassie, mais alors c'est incroyable aussi. Juste après, plus tard, il va y avoir une séance clippée où on voit Cassie seule en train de manger pendant que Buffy seule aussi essaye de mener l'enquête et tout. Elle se sent proche de cette nana, c'est pour ça qu'elle veut tant l'aider, c'est pour ça que Buffy veut absolument sauver Cassie, c'est parce que elle se voit, elle. Et là, on bascule un peu dans le fantastique. Ouais. Là, on revient, la secte, en tout cas. On revient du Buffy classique. Ah bah oui, on a une scène qui chouille un peu saison 1. Mais grave, voilà. C'est ce qu'on aime en même temps. Mais c'est exactement, ça fait partie de Buffy. Alors, on explique quoi, c'est un petit indice sur... il y a peut-être des gens qui en veulent à Cassie, finalement. Voilà. C'est des mecs en costume tout rouge, là, en train de faire une espèce de culte satanique, on sait pas trop quoi. Et ils sont en train de cramer une photo de Cassie, c'est la fin de l'acte 2. Donc elle n'est pas folle, en fait. Bah oui. Non, elle est pas folle, elle est géniale. Cassandre a raison.
Cassandre a raison. Et c'est le début de l'acte 3, et là on a vu un plan de la façade du nouveau lycée de... Oui, parce que c'est pas le même lycée quand même. Ah ouais, un point lieu de tournage. Vous savez évidemment que le premier lycée de Buffy, de Sunnydale, qu'on voit dans les 3 premières saisons, c'était le lycée de Torrance en Californie. Où j'ai été il y a 2 ans. Et bravo. Salopard. T'as fait tes petits selfies et tout. Bien sûr. Et est-ce que t'es allé à l'université de Northridge? Non, j'ai pas été jusque là. Et ben voilà, parce que là tu pas un vrai fan, oui, ça. Tu sors d'ici immédiatement. Tu aurais trouvé le bâtiment, le Juniper Hall, il s'appelle. C'est le bâtiment donc de cette université qui a servi de décor pour la façade du nouveau lycée. Par contre, ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que la tour où Faith dans la saison 3 utilise l'archer pour tirer une flèche et empoisonner Angel. Dans la rue. Ouais. On parle de la rue de Sunnydale. Ça est en fait juste à côté, on fait qu'à 10 mètres du lycée en fait. Oui, parce qu'il y a plusieurs lieux qui étaient en fait proches des anciens studios. Qui sont découpés. C'est ça. C'était dans le coin quoi. Priorité au direct, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est la scène dont je parlais. Cassis chevauche Mike sur les photos. Voilà. Et là, ce plan, là, il y a des portraits partout, c'est important. Et des centrépieds au milieu. Voilà, c'est clippé. Alors c'était pas sur une chanson, c'était sur les poèmes, sur un poème de Cassie. Le décor de cette chambre est intéressant. Il y a plein de trucs à dire. Et je pense qu'il faut. Ça mériterait des arrêts sur image, malheureusement. Bah voilà. Dis-nous, il sait quoi à dire. Bah non, il y avait toutes ces œuvres, plein d'autoportraits, des peintures sur les murs. Il y a même une tête de mannequin sur cette tête de cheveux. Encore une tête, un portrait quoi finalement. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, on le dit pas à chaque fois, mais il y a du help à toutes les scènes, à toutes les répliques. Dans toutes les scènes, c'est il y a du help, il y a un des personnages qui parle d'aider, ils veulent s'aider, ils veulent arrête de m'aider, ça. Et là, Buffy, on la sent un peu en galère dans cette enquête quand même. Donc elle va voir elle va voir le spécialiste en sentiment d'exclusion de cette saison 7, évidemment Spike. Qui joue maintenant l'indique de la bande. On va le voir, il est pas en forme en plus. On rappelle qu'il a récupéré son âme. Pour tout ce qui est dépression et mise au bord de la société, lui il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Non, il est au bout de sa vie là. Donc pour rappel, il vient de nous. Ironie dramatique, Buffy n'est pas au courant. Je dis de la merde. Non, si, elle est au courant à ce moment-là. Mais pas beaucoup de gens sont au courant. Il a chopé son âme et du coup il se rappelle de tout ce qu'il a fait. Et voilà, il est coupable. Je pense que toutes les personnes qui pensent être demandé de l'aide, c'est en fait ils demandent de l'aide aux gens qui ont besoin de leur aide en fait. Ouais, c'est ça. Buffy a besoin de l'aide de Cassie, Spike a besoin de l'aide de Buffy. Et ouais, non, mais c'est tout à fait juste, mais du coup, ça rend la dernière réplique encore plus forte quand elle lui dit bah non, je serai pas. Enfin, voilà, on avance un petit peu sur il est aussi torturé par The First et du coup, tout à fait. Des petits problèmes de communication. Exactement. À ce moment-là, le petit Spike. Mais j'aime bien en fait, je déteste comme il joue. Il se frappe. Là, mais... Est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit sondage, Riley? Il n'y a pas de sondage. C'est pas le sondage? Non, pas du tout. Il y a une énigme à résoudre. Est-ce que tu tentes l'énigme pendant l'épisode? Non, bah non. C'est maintenant. Ah bon mettre. C'est maintenant? Bah ça va être publié là, sur les internets. Et voilà, à 22h, c'est programmé. Ah, ça y est. Donc l'énigme est sur internet là. Bah je vais vérifier. Oh là là. Peut-être pas en fait. Alors, tout ça pendant que Spike parle à Buffy. Ah bah non, ça n'a pas fonctionné. C'est un fiasco. C'est là où elle va lui dire oui, mais. Voilà, David et Clément, parlez de l'épisode. Justement, là, il y a une inversion, ça y est, Spike lui a dit aide-moi. Nous, on est sur l'énigme. Ouais, mais. Presse, je sais pas. Voilà, elle lui répond par la négative finalement. Bah voilà, donc ça corroborait ce que tu disais, qu'il a besoin d'elle, mais elle aura pas ce rôle-là, quoi. C'est pas possible. Elle s'est déjà frottée aussi à Spike, faut dire. Donc, puis bon, là, elle a encore le trauma de la scène de la saison 6. Bien sûr, et puis elle a autre chose à penser en ce moment. Enfin voilà, c'est pas. Tout ça est cohérent, je trouve. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Finalement, elle retombe sur la piste en plus du petit copain, peut-être qui. Oui, pas une violent ou pas. On peut parler un peu du casting parce qu'à l'époque où Buffy elle est au lycée, elle avait que des petits copains hyper sexy, et là d'un seul coup, quand il faut casser des gens pour la génération du dessous pour donner tout ça, ils sont un peu dégueulasses. C'est un point de vue, ça. C'est un point de vue en effet. Qui se défend a vu le look de ce jeune monsieur. On n'a pas un gros bisou à faire pour ce côté, non? Non, mais c'est même pas son nom, le pauvre. C'est pas grave. Mais c'est un très bon épisode. Ça sera mon leitmotiv. J'en ai rien à foutre. Mais oui, il est très bien. Mais sinon, on le commenterait pas. Hein. On commente pas les mauvais épisodes de Buffy. Voilà. Ça nous est arrivé quand même. Hein. C'est faux, c'est faux. Donc là, Buffy poursuit. Ce qui m'énerve dans la saison 7 de Buffy, c'est la récurrence des chants contre chants, qui est assez pauvre et qui est beaucoup plus récurrent dans la saison 7 que dans les saisons précédentes. Oh, t'es dur. C'est ma série préférée. C'est sûrement vrai, mais donc très rigoureux, très exigeant. Effectivement, très. Parce que la vraie qualité de Buffy, c'est la réalisation. C'est que même si c'est très bien écrit, attends, on n'est pas toujours d'accord. En saison 1, il n'y avait pas des chants contre chants très feignants aussi? Bien sûr. Saison 1, il n'y avait pas de budget.
Et bah, raison de plus pour faire des champs contre champs feignants. Là au moins il y a un joli décor, il y a de la figure qui passe les gars. Il y a des Waouh. Ouais, mais là on est quand même au 50e champ contre champ là. Ça fait à peu près 10 minutes que la scène a commencé. Oui, mais regarde, une insert. Elle l'a dit, les pièces. Voilà, concentrons-nous sur l'histoire. Elle a dit les pièces et ça t'avais un peu oublié toi, quel spectateur. Enfin si, me dis pas que tu pensais qu'aux pièces depuis tout à l'heure. Et là bim, les pièces, comme elle l'a dit. Moi, ce que j'ai vu c'est qu'elle était tellement en galère de piste qu'elle s'est rabattue sur la première hypothèse de sa sœur qui dit c'est le copain qui a un... Mais c'est pas une vraie piste, c'est les pièces qui comptaient. Regarde. Oui, alors maintenant il y a les pièces. Donc, d'ailleurs, pour l'instant, elle ne vise que des personnages masculins. C'est le père, c'est le petit copain, c'est lui. C'est vrai, mais il y a Willow non, même pas. Même pas. C'est que les mecs sont des connards et il y a lui aussi là. Ouais. Oui, c'était son casier. Ah oui, donc rattrapons un peu l'intrigue. Donc Buffy, des pièces. Qui est un connard, oui. Des pièces sont tombées. Voilà. Lui, il se révèle être un méchant. Des pièces sont tombées du casier d'un type, d'un lycéen. Cassie donc l'avait prévu, il avait prévu qu'il y aurait des pièces. Donc c'est un indice. Beaucoup de pièces. Buffy interroge le gars. La Buffy elle a un langage extrêmement dur et rigoureux. Elle fait presque le même discours qu'elle a fait au potentiel. Je suis là pour aider. Je suis comme ci, je suis comme ça. Et oui, son rôle se dessine. J'aime beaucoup cet épisode. Effectivement, c'est annonce. Voilà, ça, ce discours-là, c'est. Là, elle redevient Buffy. Là, c'est Buffy sur ce plan, tu vois. Là, c'est Buffy saison 7 en tout cas. Eh ben, c'est Buffy saison 7, mais c'est Buffy quand même. C'est ça. T'aimes pas trop la saison 7? Apparemment, il est. Non, comme je disais, je trouve que le personnage de Buffy, ce qui est l'idée, est un peu antipathique, quoi. C'est l'idée de son complexe de supériorité. J'aime bien, elle est humaine. C'est l'idée du moment où elle se fait virer à la fin de la saison 7 par tout le monde parce que justement. Toi aussi, tu fais partie des gens qui l'auraient viré de sa propre maison là. Ah non, parce que j'aurais fait les mêmes erreurs qu'elle et je me serais fait virer. Ah oui, mais à raison. C'est la meilleure raison pour aimer ce personnage, non? Enfin, cette évolution de personnage en tout cas. C'était après oui, nous lançons pas dans une lecture politique de ah bah non, surtout pas. Allez, priorité au direct, Sartman. Voilà. On parlait de réalisation, là on est sur il y a beaucoup de figurants il y a beaucoup de figurants, donc on est sur les marches de l'entrée du lycée et on a Dawn et Cassie qui se retrouvent face à face, et il y a tous ces étudiants qui passent au milieu d'elle, et il y a une vraie connivence entre les deux. Là, Dawn découvre on est amis en fait. Elle a développé une amitié avec Cassie sans s'en rendre compte, et c'est mignon ce moment-là, c'est mignon. Cassie, donc là, Dawn voit pour la dernière fois Cassie, et Cassie lui dit, c'est la dernière chose qu'elle lui dit, ne t'en veux pas, c'est pas de ta faute, voilà. Enfin, c'est hyper touchant. Sauf pour les enjeux pour Dawn ont l'air importants, parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle se soit fait beaucoup d'amis. Les deux amis qu'on le voit dans le premier épisode ont disparu, sont tous faire manger. Exactement, alors oui, dans l'épisode Lessons, alors qu'on s'imagine un nouveau Scooby Gang et tout, et ben non, on les reverra plus jamais. Donc la pauvre, tous ses amis clament les uns après les autres. On vient de voir une superbe blague de notre ami Monsieur Connard, Monsieur Bouclette Connard. Il a fait une blague sur les sondages, c'était une référence au sondage de Riley, je pense, c'est ça? C'était évidemment, ça me paraît évident. Ça me paraît voilà. Retour à la secte. Donc on arrive à la dernière séquence. Mené par le chef des connards, le roi des cons. Voilà, on découvre que ces adolescents. Finalement, le blagueur fou, c'est lui le. Ouais, en fait, c'est lui le. Voilà, le type nul, et ben c'est un des. Encore un monsieur. Un des mecs. Ah bah c'est que des mecs blancs, bizarrement. Non, mais il y a aussi un truc qui est dit là-dessus. Ah d'accord. On est. Parce que ça paraissait accessoire ce que tu disais en fait. Mais finalement, d'accord, c'est peut-être important. On est. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, on arrive à la fin de l'épisode, on arrive à la fin de l'acte 3. Il va y avoir un hachoir, vous allez voir l'entrée en scène d'un hachoir très très bientôt. Ça fait très écho à Reptile Boys de la saison 2. Et voilà, oui, exactement, on retrouve les mêmes thématiques. Mais voilà, c'est un épisode sur le viol en plus. Je sais pas si vous voulez lancer un débat, mais moi je suis très pour dire que justement c'est bien ces références aux anciennes saisons. Parce que la saison 7 sert à revisiter la série. Mais là, il revisite sans apporter grand chose. À part la fin de l'épisode, ils apportent. Le personnage de Cassie, mais là, le personnage de Cassie, elle a du scotch sur la bouche, elle sert à rien. Enfin, mais rappelle-toi de Reptile Boy, il est très drôle cet épisode, mais il a 1000 fois moins de profondeur que ça. La série a évolué. Il parle des viols dans les fraternités, il en parle très bien et tout, mais il n'y a pas toute la profondeur qui est là-dedans. Et bref, je voulais parler du hachoir. Il y a marqué Dexter sur le hachoir et sur l'internet. Il y a eu un peu de surinterprétation. Ah ouais, référence à la série et au bouquin dont est tirée la série. Et c'est pas ça. Avec, vous savez, le tueur en série, Michael C. Hall, Dexter, et pas du tout. Dexter, c'est juste la marque du hachoir. Ça s'appelle Dexter Russell Cutlery. Et il fabrique des couteaux depuis 1818. Donc c'est pas du tout une référence culturelle. Pour les fans de Buffy qui manquaient quelques accessoires. Regardez, carrément. Priorité au direct. Donc Buffy s'était glissée dans la secte. Personne n'avait jamais vu, ne l'a remarqué. Bref, elle arrive. Ça, c'est un peu. Mais Tintin, le cigare du pharaon. C'est clair. En même temps, c'est les sicars du pharaon. Voilà.
non, mais les gars. le truc c'est mais qu'est-ce qu'elle fait là alors qu'ils sont 6 enfin bon. C'est ce qui se passait au début de l'épisode. Pareil, elle était en incognito. C'est son truc de l'épisode. C'est Exactement. Et voilà, donc elle était pas faite pour être conseillère, je l'ai dit. je reviendrai pas sur ce que je dis. Bref, alors voilà, là on rentre dans le ventre mou de l'épisode pour moi parce que autant j'aime beaucoup cet épisode. Je vous ai dit que j'aimais bien cet épisode. Ouais. Autant cette scène d'action à venir. Bon, on en parlera. Alors, Il y a un démon qui va débarquer. Là, par contre, je crois qu'on va tous être d'accord. Cette scène de baston est vraiment très foirée. Dégueulasse. Autant j'aimais bien le monstre, même si le monstre il est un peu rigolo. rigolo carrément. Il peut pas beaucoup bouger. J'ai l'impression. Il a pas l'air de. Il est moins pire que Jonathan transformé en monstre dans la saison 6 qui ressemblait un peu au Ranger. Moins pire. Oui. Ils sont dans un CDI là et c'est une nouvelle bibliothèque. C'est la seule fois où on voit la bibliothèque de la saison. C'est très voilà, regarde, voilà. Attention, tiens, prends le hachoir et on va voir un bout de gaffeur sur le costume toute cette scène. Alors regarde comme il prend le hachoir. La qualité depuis le début de la saison 6 c'est qu'ils ont changé de cascadeur et que il lui ressemble beaucoup plus. Ah oui. On voit beaucoup moins la nana avec les épaules carrées qui ne lui ressemblait pas du tout. Mais on comprend pas trop ce qui se passe, c'est extrêmement mal monté. On comprend juste. Très mal monté. On comprend juste ce qui se passe. Mais si, regarde, lui d'où il sort là. Surtout c'est pas que c'est recoiffé, quand il va bien il sort pas. Pas que c'est recoiffé parce qu'il est en action, mais voilà, effectivement il sort de nulle part, c'est filmé n'importe comment. Bon, on s'en fout, il faut une scène d'action dans chaque épisode. Moi, regarde ce plan, il y a rien. Regarde là, c'est nul. Je voulais trouver, je voulais trouver un coupable à ce fiasco total, donc je suis allé sur IMDb et je m'en fous, je dénonce. La monteuse Louise Inès. Oh putain, Louise. Je dénonce Louise. Et alors après, elle a peut-être des circonstances atténuantes. C'était seulement son 2e épisode de Buffy. Ça explique. Après, elle en a fait beaucoup d'autres. Elle a fait aussi. Regardez. Elle a continué sa carrière. Mais là, c'est pas la faute du réal qui a fait des plans un peu foireux, genre la baston de Spike. Alors après, on sait jamais ce qui se passe dans la salle de montage, qui donne le final cut. Mais là, on voit que les plans à la base sont pas bons. Mais là, clairement, elle a fait des mauvais choix. Enfin, elle aurait dû proposer autre chose. Il y a beaucoup trop d'intentions, beaucoup trop de directions différentes, et à vouloir montrer tout ce qui se passe dans la pièce, on est perdu, on comprend rien à ce qui se passe. On comprend par contre. Désolé, mais on comprend. C'est mal filmé, mais on comprend exactement ce qui se passe. C'est probablement parce que c'est mal filmé qu'elle a dû faire un montage pour sauver les meubles. Ça se trouve, oui, voilà, ça se trouve, elle a sauvé le truc. Il fallait virer des mecs, il fallait virer les types à capuche là qui sont apeurés, il fallait les virer, on en a pas besoin dans l'action. Mais on sait pas ce qui, tu l'as dit toi-même, on sait pas ce qui se passe. Vu dans 1000 fois dans Rectified de faire des coups pour couvrir une scène d'action loupée, mal écrite, mal mise en scène. Il se fait mordre et ça a zéro conséquence. Ouais, si, il va perdre son. Ah, l'explosion. Regardez, même la fumée. Oh, on se croirait dans Sliders, c'est un monde parallèle. Non, Sliders c'est bien. Là, c'est quand même le moment où on dit ça y est, c'est quand même le moment où on pense que Cassie est sauvée. C'est bien aussi. Alors non, direct, Help me, le blond, le connard, demande de l'aide. Help. Et là, en tant que spectateur, on est soulagé, on se dit ah ça y est, elle a sauvé Cassie. Oui, et là bam, sauf qu'ils le coup de la flèche, c'est. Et là on se dit non c'est bon, elle l'a resauvée. Et alors surtout je finis et Buffy lui refuse l'aide au blond. Et effectivement derrière voilà, il y a plein de twists dans cet épisode, mais voilà, il y a la flèche. On se dit ah c'est baisé la flèche. Qui a installé cette flèche? Buffy. C'est les moines rouges. Elle aime pas l'épisode. Si. Buffy empêche la flèche de tuer Cassie et effectivement comme tu le disais David, on se dit c'est fini, elle l'a sauvée, elle a réussi. Et énième twist, Cassie meurt une maladie de cause naturelle. C'est très triste. Alors qu'elle a échappé au hachoir Dexter, à la morsure du monstre, à l'explosion, à la c'est flèche. en ça que cet épisode est fort. Je suis désolé, mais pour le coup. Non, mais et parce que je te rejoins. Mais c'est le seul truc bien de l'épisode. Quand j'ai vu l'épisode, j'étais totalement traumatisé. Mais ouais. Et ce plan-là est incroyable. Ce plan où elle est sur son canapé sans bouger. La déprime totale de Dawn. Avec la photo de la mère à droite. C'est le canapé de la mort de la mère. Exactement, voilà. Donc c'est inéluctable. Ils ont pas changé de canapé depuis? Non, c'est le même. Il parle de la mère de Cassie en plus. Et de l'acceptation du deuil. Enfin, c'est super fort quoi. C'est la photo de la mère de Buffy à droite. Voilà. C'est ça qui va la décider à dire je vais sauver les potentiels coûte que coûte et je vais devenir une warrior. Ouais. Parce qu'elle a pas pu sauver Cassie et qu'il va falloir quelque part elle a une revanche à prendre là-dessus. Exactement. C'est la première fois dans toute la série que Buffy n'arrive pas à sauver quelqu'un d'innocent. Elle a du mal avec ça. C'est Dawn qui va dire la phrase qui résume tout. I guess sometimes you can't help. Je pense que parfois on ne peut pas aider. Mais ça, Buffy va le refuser. Et cette morale, on l'a pas eu déjà. Là, oh là là, mais il est casse-couille, c'est vrai. Sortez-le. Alors c'est vrai, mais t'es un peu va poster tes énigmes à la con là. Ça marche pas. Non mais énigme annulée, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Bon bref, en tout cas, oui, mais t'es dur. Moi j'adore cet épisode. Je vous l'ai dit que j'aimais cet épisode. Dawn pleure son seul ami. On en parlera dans la conclusion. C'est un super épisode. Mais moi j'ai tout dit, c'est tout. Voilà, là c'est le moment où Buffy, là il y a quelque chose qui se passe d'important. Qu'est-ce que je fais?
Que faire quand on peut pas sauver tout le monde? Eh ben, on s'en fout. Bah, on continue à aider. On continue à se battre. C'est ça que j'adore. Ouais, mais en même temps, c'est super triste. C'est le concept de la fin d'Angel quand on a des C'est fort, c'est parfait. C'est tout à fait, c'est la fin d'Angel, exactement. Ouais, on va perdre. Mais putain, mais on y va quand même. On revient au premier plan, mais les rideaux sont. Ouais, mais attendez. Oui. Plan fixe, figé. Moi je me suis dit tiens on va faire un plan rapproché, un gros plan machin. Mais non. Mais on va finir dans cette. Le symbole est là. Le store est relevé les gars. Le store est relevé. Tout est. Oui mais elle est enfermée quand même à gauche, à droite. Enfin elle est prisonnière de cette. C'est inévitable. Là il y a une décision qui est prise. Elle décide de continuer à se battre, mais elle décide aussi que personne ne mourra plus jamais sous son watch. Et maintenant elle le sait en tout cas. Elle le sait. Elle a pu ses stores devant les yeux. Elle a mieux compris les choses. Justement, plus des filles vont mourir dans la saison, plus elle va devenir dure en fait. Plus elle va s'endurcir, quitte à devenir. C'est là où tu vas moins l'aimer et moi c'est là où je vais l'adorer. Bon là j'espère que vous aviez vraiment l'épisode devant les yeux parce que c'est vrai qu'on a beaucoup interprété ce qui se passait, on a pas décrit vite fait au début. On a eu du mal à donc mais plus que jamais tout le monde connaît cet épisode. Plus que jamais j'espère que vous aviez l'image pour vous aider. Le génie de Joss Whedon, j'ai un ami qui a quand même fait un mémoire sur les cartons dans Buffy. C'est une des rares séries qui ponctue sa fin. Il y a la plupart des séries, peu importe la fin, c'est tout est joyeux. Ça se termine, il y a un générique préfet qu'ils ont balance n'importe comment. Et dans Buffy, on peut avoir des fondus au noir, on peut avoir une blague, on peut avoir un truc qui arrive d'un coup. Et là, du silence, de la musique. Il y a un silence avant la musique. Split screen dans les poupées là en saison 1. Des blagounettes qui arrivent après quand il y a le carton titre, une petite phrase en plus qui arrive. Et quand il jusqu'au bout de son film. Et c'était travaillé, et même le carton de fin, executive producer, et partie de la ponctuation de la série. Même il en parle régulièrement dans les commentaires audio. Même les crédits du début ne sont jamais mis au hasard. Il veut pas que ça soit sur un moment de tension ou important et tout. Il veut que ça soit sur une scène un peu plus légère. Oui, il veut maîtriser tous les aspects de son œuvre. Et on peut un peu comme toi, et c'est pour ça que Buffy c'est génial. Bien sûr. Il y a une des nombreuses raisons. Bon, on a dit plein de choses. Je pense qu'on a aussi oublié des choses ou pas? Vous avez oublié de dire des choses ou pas? Comment ce sera la conclusion, il me semble. On a dit. Allez, c'est parti pour la conclusion. Oh my God! It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Clément, est-ce que tu as des choses à dire en conclusion? Mais je me demande si je préfère pas les épisodes de Buffy contre les vampires quand il n'y a pas de vampires en fait. Tu vois ce que je veux dire? À part celui du début, il n'y en a pas là. Non, mais ce que je veux dire typiquement, c'est quand Buffy affronte des problèmes concrets. Dur, tu vois, voilà, je préfère ce genre d'épisode. J'ai pas une conclusion très grande à faire, si ce n'est que j'aime beaucoup cet épisode. Tu veux dire quand il y a Angel, t'aimes pas les épisodes? Non. Enfin, non, mais ça dépend lesquels. Quand il y a Angel envoie des petits chiens morts à Buffy, c'est pas... Non, voilà, c'est typiquement, non, mais voilà, mais c'est sa façon un peu maladroite d'aborder les problèmes concrets parce que c'est pas son élément et là, regarde, finalement, l'image que t'as choisie, c'est la seule action à part le combat dégueulasse avec le démon qu'elle fait, tu vois, d'un peu héroïque, tu vois, en tant que tueuse justement. Et là, quand elle est confrontée aux problèmes quotidiens et quel problème, je sais pas, ça me touche particulièrement, donc voilà, ce sera ma conclusion. Bon, on a perdu le chat qui est en train de parler de Destination Finale et de Power Rangers. Moi j'ai fait ma conclusion. Donc faut absolument les rattraper. Est-ce que vous avez vu que Willow faisait une petite référence à Dr Doogie à un moment donné dans l'épisode, et c'est drôle parce que Dr Doogie est interprété par Neil Patrick Harris qu'elle retrouvera dans la série How I Met Your Mother, et qui est le héros de Dr Horrible de Joss Whedon. Tout à fait. Voilà, c'était drôle. C'était super drôle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Grosse référence à 24. Je suis très déçu que Riley n'ait pas mentionné. Ah si, je l'ai écrit dans le conducteur. Tu l'as pas dit à nos auditeurs. Parce que tu parlais de je sais plus quelle connerie encore. 24 super série, très à droite, très en guerre aussi, hein, comme Buffy en cette saison 7. Le père de Cassie était interprété par Glenn Morshower, que je retrouve son nom exact. Oui, c'est ça, mais Glenn Morshower, dit le chauve, qui joue Aaron dans 24 qui joue un garde du corps, et puis après la première saison il est figurant, le gars, et saison 5 il y a un épisode sur lui, quoi. Bim. Il est hyper important. Aaron. Et donc c'est un épisode spécial 24 vu qu'il y avait aussi D.B. Woodside qui est qui joue aussi le frère du président. Puis le président dans 24. Tout à fait. Extraordinaire série 24, si vous n'avez pas vu, à voir. Ouais, surtout le début.
Non mais ça va, c'est bon les gars. Ouais, bon, on avance. On fera une autre émission sur le sujet. Putain, tu veux pas qu'on parle de 24? Si, moi j'adore. C'est pas le sujet. Saison 1 et 2, Il y a 2 acteurs, s'ils veulent qu'on en parle, il y a 2 acteurs dans l'épisode. Super, puis super important dans cet épisode en plus. On l'a vu 10 secondes. Allez, ok, je le prends. On fera un podcast spécial. Je boude. David, est-ce que tu as des choses à dire en conclusion sur cet épisode? Simplement que merci Amber Benson de ne pas être revenu dans Conversation with Dead People, puisque ça nous permet de récupérer Cassie. Ah ouais, ça c'est très bien vu, ouais. C'est vrai. Voilà, et qui nous montre que Tara, ça aurait été génial, mais bon. Qui nous montre que c'est une actrice géniale parce que là elle est touchante et toute mignonne, et quand First elle est absolument abominable et flippante. Oui. Et donc rien que pour récupérer 40 minutes de son talent à elle. Et je trouve que ça rajoute en plus ça rajoute au poids de Willow, parce que si Willow avait eu Tara quelque part, c'était génial, mais en même temps on comprend, c'est encore pire comme chantage de ne pas la voir, que quelqu'un vienne nous dire tu peux la voir seulement si tu fais ça ou ça ou ça. Mais c'est vrai que oui. Et je comprends qu'Amber Benson n'ait pas voulu que la dernière apparition de Tara, qui est un personnage très bienveillant, soit une apparition diabolique. Donc rappelons Azura, rappelons son prénom à cette actrice. Azura Sky. Azura Sky. Ouais, super actrice et on l'aime beaucoup. C'est très cool. Un gros bisou Azura. Et en fait, moi quand je l'ai vue, elle joue dans plein de séries en fait, elle est toujours dans des rôles secondaires, mais elle joue dans toutes les grandes séries des années 90 de 2000. Ouais. Riley, vous aviez une conclusion ou pas? Je ne sais plus. Si, il y a le mot help dans toutes les scènes, on l'a dit ça, oui. On l'a déjà dit. Alors oui, voilà, on y arrive. Moi je trouve que c'est un épisode, il y a des thématiques vraiment importantes, la fin hyper marquante, et je pense que c'est pour ça que les fans de la série, ils ont un très bon souvenir de cet épisode, mais parce que il y a plein de choses à dire, thématiquement c'est très fort. Mais quand on le voit en fait, moi je trouve qu'on s'ennuie un petit peu quoi, malheureusement. Je suis pas d'accord. J'ai l'impression que c'est un épisode dont c'est plus intéressant d'en parler que de le regarder en fait. Non, moi je trouve qu'il y a un réel passage à vide au milieu de l'épisode. Les actes 2 et 3 sont très très faibles. Comme Buffy enquête quoi, qu'elle étudie toutes les pistes. Ouais, c'est super faible je trouve, on s'emmerde vraiment. Mais voilà, il y a un personnage qui est dingue et qui suffit à faire marcher l'épisode, qui est honnête et qui fonctionne. Évidemment. C'est pas le meilleur épisode de la série. C'est pas Beer Bad non plus quoi. On est bon, fin de la conclusion alors. Maintenant, conclusion de la conclusion, tu veux dire? Conclusion de la conclusion, c'est terminé. On conclut. C'est une bonne série. Allez, tout de suite, passons à la rubrique de l'invité. Ah. Here we go. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors notre invité du jour, David, comment ça va? Je mâche un curly. Ah bah très bien, c'est la bonne attitude. C'est complètement la bonne attitude. Ça va très bien, écoutez, je viens de voir un épisode de Buffy avec vous, donc c'est cool. Voilà, on a dit plein de choses intéressantes. Mais maintenant on va parler un petit peu de toi. Voilà. Déjà, on va te demander les questions rituelles. La première, c'est quel est ton épisode préféré de Buffy? Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Après moi je fais une dichotomie entre les épisodes spéciaux et les épisodes classiques. Ouais. Dans les épisodes spéciaux, pour moi, sans hésiter, c'est The Body, Orpheline. Ouais. Ouais. Parce qu'en termes de réalisation, en termes de tout, enfin bref, c'est du génie. Et dans un épisode peut-être plus classique, j'aime beaucoup là, peut-être plus. C'est difficile. En fait, je sais quelle est ma scène préférée, mais mon épisode préféré après. Ma scène préférée, c'est très bizarre, mais c'est la scène que je la trouve incroyable de naturaliste dans une série et de justesse dans une série fantastique. C'est la scène où Buffy fait la vaisselle dans la saison 5. Pendant qu'il y a une espèce de grosse limace de l'espace qui veut aller tuer sa mère. La musique dégueulasse là. Avec la musique dégueulasse et qu'elle tombe en larmes en faisant la vaisselle, parce que je trouve ça d'une justesse absolue. Et c'est une héroïne, super héroïne. Elle fait quelque chose de très simple qu'on a tous fait. Ce moment où ses nerfs craquent. Je trouve cette scène absolument. Sa mère est malade à ce moment-là. Exactement. Beaucoup d'émotions dans cette scène. Ouais, pas mal. Tu nous as dit un épisode et une scène. Ok, ça passe. Comment tu as découvert Buffy? Moi au début je comprenais pas trop ce que la programmation d'M6, donc moi je voyais au-delà du réel, aux frontières du réel et Buffy, pour moi c'était à peu près dans la même case horaire, et je voyais juste c'est ça, et je voyais juste des séries de monstres, où je me disais des fois c'est cool, parce que des fois c'est bizarre, parce que des fois c'est indépendant, des fois il y a une rousse et un brun qui font des enquêtes, et des fois c'est une blonde avec des amis, mais pour moi c'était un peu le même univers et la même chose. Et pour le premier épisode de Buffy que j'ai vu, c'était le chouchou du prof, Teacher's Pet, que beaucoup de gens détestent, mais moi comme c'est mon premier épisode de Buffy, je l'adore, rien que pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que tous les épisodes de Buffy que j'ai vu après citaient Teacher's Pet. Après j'ai vu La Momie Inca, qui cite Teacher's Pet, et j'ai vu Kendra, qui cite Teacher's Pet, de nouveau.
Et c'est là que justement déjà je me suis rendu compte, je me dis tiens, effectivement c'est pas X-Files, c'est pas Frontières du réel ou au-delà du réel, je sais plus laquelle. Il y a des liens. Je me suis dit tiens, il y a une vraie continuité et je me suis rien que ça m'a attaché, je me suis dit, j'ai vu que 3 épisodes et dans ces 3 épisodes, il faisait référence au seul épisode que j'avais jamais vu de ma vie. Et je me suis dit c'est qu'il se passe quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose que j'avais jamais vu avant à la télé. Le fait que ce soit une héroïne forte, pour ça m'a tout de suite attaché, attrapé et j'en avais envie, mais en fait, c'est un peu par accident que je suis devenu fan de Buffy. J'ai eu une période adolescent fan de loup-garou, j'avais vu le loup-garou de Paris, le loup-garou de Londres, le loup-garou Teen Wolf et l'original avec Michael J. Fox. Carrément. Très bon C'est ça. Non, pas très bon. Et je me suis dit, j'avais envie de voir une des séries avec des loups-garous, et j'avais dit, j'avais vu un magazine dans Buffy, il y a Oz qui est un loup-garou. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et c'était la saison 3, et j'ai zappé, je me suis dit, bon, je vais regarder, et c'était l'épisode Meilleur jeu de Cordelia. Wish. Et l'épisode est génial. Oz, non, mais l'épisode est génial, et donc je suis rentré dedans, et en attendant que Oz se transforme en loup-garou, j'ai été totalement happé en fait. J'attendais, et il devient un loup-garou, je sais plus, dans l'épisode où, je sais pas, je me rappelle plus, ça c'est. Non, je me rappelle plus. Bah, il est déjà loup-garou à l'époque. Oui, mais l'épisode où il se transforme, ça, exactement. Ouais, je sais pas, c'est très Beauty and the Beast. Ça. Et Beauty and the Beast, c'est le premier que j'ai pas vu, et après il se transforme une deuxième fois, enfin bref. Et donc, en fait, une fois qu'il s'était. J'étais dedans en fait, j'avais eu l'histoire avec le maire, j'avais eu l'histoire avec Faith, et je me suis dit, ok, c'est bon. Sans analyser pourquoi à l'époque, mais c'était juste. Mais ouais, c'est marrant, c'est venu petit à petit quand même. Il y a un petit crescendo, c'est intéressant. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as fait plein de choses en rapport avec Buffy. Alors, sauf. Ma vie, c'est Buffy. Tu me dis si je dis des bêtises, mais. Parce que Buffy, c'est la vie aussi. J'ai l'impression, alors c'est comme ça, nous, qu'on a entendu parler de toi. Il paraît que tu as été le premier à mettre en place des conventions Buffy en France. Est-ce que on nous a dit la vérité? Oui et non. Ça. Alors, on va commencer par le non. Le non, c'est que déjà, de manière générale, il y avait d'autres conventions sur des thèmes généraux en France. Il y avait des fans de Stargate et de Star Trek qui faisaient des conventions et qui faisaient ça très bien. Ouais. C'était pas du tout démocratisé, c'était vraiment des fans avec des fans et quelques acteurs. Il y avait eu une convention Buffy absolument abominable qui avait été un échec pas possible, Wire Slap, je sais pas si je peux les citer. Donc on est en quelle année là? Vas-y. 2001, 2002, par là. Et ils avaient fait une convention Buffy et elle avait pas payé les acteurs ou mal payé. Et donc, les acteurs sont pas venus, sauf Anthony Stewart-Head qui est venu par geste purement pour les fans, qui est venu faire des dédicaces. Il a fait une conférence, il a fait des photos, il est reparti. Et les 5 autres acteurs qui étaient venus ne sont restés à l'hôtel. D'accord, donc ça commence très mal. Ils sont restés à l'hôtel, carrément. Oui, c'est très mal passé. Je crois que la pauvre dame, je sais pas si elle a survécu à ça. Si vous m'écoutez, faites-moi signe parce que j'étais un peu inquiet. Parce qu'en fait, à l'époque, elle avait fait une convention Largo Winch, Dark Angel et Buffy. Les 3 le même week-end, donc c'était un peu ambitieux, avec à chaque fois le cast presque pas complet, mais des très importants de chaque cast. C'est la série de l'époque. Ouais. Ah, la vache, ouais. Et la pauvre, je crois qu'elle avait eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'elle a pu payer personne en fait. Ah oui, ça arrive. Et voilà, comme ce soir d'ailleurs. Alors est-ce que c'était aussi parce que, alors moi j'ai l'impression que ça s'est beaucoup démocratisé, ces fan meets, ces conventions où tu rencontres des acteurs. Est-ce qu'à l'époque il y avait déjà un public ou pas encore? Est-ce qu'il n'y avait pas de marché? Pas du tout en fait. C'est difficile d'avoir l'air humble en disant ça, mais on a Juliette et moi, Ultimart Création à l'époque, on a démocratisé les conventions. D'accord. Quand on a fait la première convention Buffy Memories pour les 10 ans de Buffy, il y avait, à part les conventions que je disais de Stargate, Star Trek et quelques petits salons, il y avait rien du tout. Et en tout cas, c'était pas démocratisé. Nous, on a voulu commencer à faire parler dans la presse, on avait des partenariats comme Allociné, comme Première et tout ça, et à chaque fois c'était rigolo parce qu'ils comprenaient pas le terme de convention. Ah oui, la conférence Buffy, la rencontre Buffy, le meeting Buffy, la petite... Enfin, c'était toujours un peu étrange, ils savaient pas du tout comment le nommer, ils savaient pas du tout quel était le concept. Et en fait, nous, au fur et à mesure de faire des conventions, on a fait Buffy, puis après on a fait Queer as Folk, Hellworld, on a fait énormément de choses, Supernatural. Le mot s'est démocratisé, ça fait que maintenant, quand on dit à des fans geeks français, on dit je vais à une convention, même à la presse, les gens savent ce que c'est. Oui. Mais en fait, nous, on a sorti les rames parce qu'au début, rien que pour vendre le projet, les gens étaient là. Enfin, moi, clairement, quand j'étais fan de Buffy à l'époque, je me doutais même pas que ça pouvait exister un truc comme ça où les acteurs viennent pour rencontrer des fans. Pour moi, ça n'existait pas. Tu avais monté une association ou c'était une entreprise ou... C'est ça, en fait, nous, on était un peu naïfs à l'époque, mais c'est comme quoi, la naïveté, c'est important, ça donne du courage. On a vu que des Australiens avaient fait une convention en Australie pour les 10 ans de Buffy et qu'ils avaient 19-20 ans. Et nous, on s'est dit, nous aussi, on a 19-20 ans à l'époque, on a dit, on va faire pareil. Donc, on s'est lancé là-dedans, à chaque nouvelle étape, chaque nouvel obstacle, on s'est dit, on va y arriver, pour apprendre quand même une semaine avant la convention, la dite convention, qu'en fait, c'était un peu du marketing, que ces 2 gamins avaient en fait été aidés par un énorme organisme de convention australien qui existe depuis 20 ans. Oh putain! Mais au moins, ça nous avait donné le courage, parce que la preuve, on l'a fait, quoi. On avait Juliette Landau de Drusilla et George Enti, le dessinateur de la saison 8 de Buffy, et on l'a fait, donc c'était le début de quelque chose de beaucoup plus gros après, donc comme quoi, il suffit d'y croire pour que ça marche. Exactement. C'est un peu naïf, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. Et t'as fait ça sur plusieurs années? On a fait ça sur 4 ans et demi. Ouais. D'accord, ah oui. 4 ans et demi, et jusqu'au jour où un peu épuisé, parce que j'ai eu un jour de vacances en 4 ans.
en étant étudiant à la fac. Et j'imagine que maintenant, t'as une vision de ce qui se passe un peu dans les conventions. Oui, en fait, ça a été récupéré par des gros organismes. Dès qu'on s'est arrêté, on a fait plein de bébés. Pouf, 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 pouf. Il y a eu un nombre de petits, plein d'organismes qui ont existé, qui en général, c'est très compliqué économiquement, le système économique des conventions est un peu, c'est quelque chose de pas forcément tout à fait viable. Donc en général, les organismes existent 3-4 ans. Pas plus. Et referme. Ah ouais. Et ferme, ouais. Ah ouais, c'est peut-être intéressant ça. Ça peut peut-être intéresser nos auditeurs qui, j'imagine, certains sont habitués aux conventions. Donc alors comment tu finances un truc comme ça? Parce que donc les gens doivent acheter. Ça a changé sa vie les conventions. Les gens doivent acheter des places. Toi de ton côté, tu dois payer les comédiens pour les faire venir. Est-ce qu'à un moment donné, tu dois faire des prêts auprès d'organismes bancaires, des choses comme ça? Le but c'est d'équilibrer. Donc normalement, on ouvre la billetterie très tôt pour savoir comment donc tu es obligé de vendre des choses alors que tu n'as pas forcément quelque chose derrière. Il faut toujours avoir une somme de départ, soit une somme personnelle, soit une banque, un prêt ou autre, ça c'est mieux. Et après, une fois après, effectivement, la billetterie va permettre d'équilibrer. Et là, en fait, c'est pour ça qu'en général, on a un premier acteur. Ça se vend bien, on peut en avoir un deuxième. Ça se vend encore mieux. Et après, c'est un peu un cercle vertueux. C'est plus les gens achètent, plus on peut avoir d'acteurs sympas. Et plus... il y a ça qui entre en compte. D'accord, ok. Et c'est peut-être pour ça que les prix dans ce genre de convention, dans le convention, faut payer des prix d'entrée assez élevés. Parce que l'acteur, il est entièrement à ta charge du moment où il quitte, du moment où il met son pied à l'extérieur de chez lui à Los Angeles. La première voiture qui vient le chercher devant chez lui, c'est tu la payes aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, tu payes vraiment le taxi, le porte-à-porte pour qu'il arrive dans l'hôtel. L'avion, il voyage pas tous en éco. Puis manger sur Paris, sur place, le transport, l'hôtel, plus un cachet. Plus un cachet, c'est un. D'accord, c'est un cachet, c'est de la représentation, c'est pas. C'est ça, c'est pas de la promo. Ils ont un contrat. Justement, c'est le concept. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire des conventions, indépendamment du fait d'être très fan de Buffy, parce que j'en avais marre de voir, parce que c'est de la promo, de voir des gens fans qui étaient parqués derrière des barrières, qui restaient 8 heures derrière des barrières en espérant rencontrer leur star au moment où il y avait un tapis rouge, avec l'éventualité ou non d'avoir une signature ou une photo si l'acteur voulait bien 2 secondes faire une dédicace. Et moi j'aimais bien ce concept que oui il faut payer effectivement parfois des prix un peu onéreux, mais moi la personne qui est fan, elle est là pour toi. Elle est sûre que qu'elle va avoir 1 heure ou 2 de questions-réponses sur scène, qu'elle pourra lui poser des questions, qu'elle va avoir une photo et un autographe, et qu'il n'y a pas ce côté où oh mon dieu je me suis déplacé, j'ai fait 3 heures de train à 18 ans en faisant le mur pour une finale rester 8 heures sur un tapis rouge sous la pluie pour ne pas voir la personne. D'accord. Ah ouais. Et est-ce qu'ils viennent accompagner? Et donc tu dois te rapprocher des agents, des avocats. Ils viennent avec leurs agents. D'accord. Ils viennent avec leurs agents, parfois, vraiment, parce qu'il y a des gens, c'est des acteurs, c'est des gens qui sont très sensibles, donc parfois, qui ont besoin d'être rassurés, donc le fait de venir avec un compagnon, un meilleur ami, ça les rassure, surtout que le contact des fans, pour certains acteurs, est plus anxiogène que pour d'autres, certains adorent ça, d'autres ont envie de le faire, c'est pour ça qu'ils viennent, parce que c'est pas non plus la rémunération qu'ils ont qui les motive tout le temps, mais malgré tout, il suffit d'une mauvaise rencontre avec un fan, il suffit d'un fan qui se sont passés sur 50 000 fans géniaux, un fan qui a été un peu trop tactile, beaucoup chez les femmes en fait, souvent les femmes font des photoshoots assis, parce que le nombre de messieurs ou même de dames qui leur mettent la main aux fesses, carrément, d'accord, ou qui leur touchent la poitrine. C'est Alison Hannigan qui peut pas faire, qui a du mal à... elle fait, c'est vrai, on prévient maintenant, on est obligé de prévenir les fans, on dit aux fans, attention, parce que sinon, ne touchez pas l'acteur à tel ou tel endroit, parce qu'il y a des choses parfois, le côté, je te connais par cœur, j'ai des posters de toi partout, donc tu es à moi en fait, tu m'appartiens. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas compte, nous, pour nous, ces gens-là sont uniques, mais pour eux, ils en rencontrent tous les jours. Nous, c'est bonjour Alison Hannigan, parce qu'on sait qui elle est, et elle, c'est. Mais je viens de voir ça. C'est pas ton prénom. C'est chiant. Et donc ensuite, ma vie est guidée par Buffy. J'ai eu envie de faire du cinéma grâce à Buffy. J'ai fait des conventions. Grâce à Buffy, j'ai fait des comics. Grâce à Buffy. Alors j'ai envie qu'on parle de tes expériences cinématographiques parce qu'effectivement, moi j'ai vu notamment, on va parler d'un court-métrage, Renaissance ou la jeune femme et l'escargot. Et j'ai eu l'impression qu'on baignait dans un univers un peu Buffy, non? Est-ce que tu peux nous pitcher cette histoire de Renaissance et de jeune femme et l'escargot? Ouais, c'est une comédie musicale, drame musical fantastique qui se passe dans un cimetière la nuit qui a été tourné à Montreuil. Et l'idée, c'est que cette jeune femme a perdu son compagnon à la guerre, elle n'a pas pu faire ses adieux et qu'elle a du mal à faire son deuil. Donc elle le ressuscite, elle le fait revenir à la vie pour lui dire au revoir, ou en tout cas essayer. Et il y a 2 tableaux dansés. En fait, les 2 tableaux dansés reprennent en chorégraphie. J'ai interprété les 5 phases du deuil, qui sont théorisées en psychanalyse, si je me rappelle de l'ordre: déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Exactement. Je connais, t'inquiète.
Et oui, alors et donc ça c'est visible sur YouTube hein, en légalité pour l'instant on l'a plus ou moins mis sans vraiment faire d'annonce, qu'il y avait l'actrice principale qu'on avait juste besoin pour sa bande de démos, mais il est encore en festival et on le balancera un jour de façon plus officielle. Parce qu'il a été fait en quelle année ce film? Il a été fait il y a 2 ans. D'accord. Donc il tourne encore, il a fait une vingtaine de festivals là dans le monde, il a plus voyagé que moi. Il a eu de la chance. Cool. Et donc du coup moi je l'ai vu et enfin il est très chouette déjà, bravo. Et donc on est c'est influencé par Buffy ce travail là. Bah c'est j'ai envie de dire inconsciemment. Inconsciemment, c'est-à-dire que en fait si Buffy m'a plu, c'est parce que Buffy elle faisait appel à des choses qui me plaisaient de base, donc à l'inverse quand moi je refais des choses ça ressemble à Buffy parce que de base ça fait partie de qui je suis et c'est de manière organique. Vraiment Buffy m'a énormément plu et c'est ma série parce que je m'y suis retrouvé, parce que j'ai aimé la diversité des genres, la comédie, le drame, la musique, l'épisode musical, le fantastique, le côté romanesque, enfin... Et Cassie. Donc des gens qui dansent dans un cimetière la nuit, ça c'est ton domaine. De Sadie Hawkins. Quand t'as vu Buffy, c'est moi alors. C'est ça. J'aime tous les cinémas. Je peux aussi bien voir un film indépendant coréen, un film d'arrêt d'essai australien et aller voir un blockbuster, le dernier Avengers. Et je vais aimer autant l'un que l'autre. Ouais. Mais moi à faire, j'aime le fantastique, le super-héros et tout ça. Quoi. Sinon le reste, enfin. Je peux être passionné pour voir un repas de famille qui dure 3 heures en plan séquence, mais j'ai pas envie de le faire. Eh ben, transition parfaite, t'as parlé de super-héros. De repas de famille de séquence pendant 3 heures. On va regarder un film de... C'est ce que nous allons faire maintenant. Non, on va parler de Fusion Man. J'ai l'impression que c'est ton gros projet actuel, j'ai l'impression. Donc, alors, je vais me tourner vers notre spécialiste des comics. Ah oui. Riley. Dr. Riley. Dr. Riley. Oui, bonjour docteur. Fusion Man ou Fusion Man? Fusion Man. Merci. Voilà, je crois qu'il était français. Pardon. À ce moment-là, ce sera l'homme fusion. Ah oui, c'est pas l'homme fusion. Bah voilà, j'arrête de dire de la merde. Riley, parle-nous de Fusion Man. Et bah donc tu es scénariste d'un comics français, on peut dire, à la française en tout cas, ou donc de super-héros. Donc ça c'est déjà assez rare pour le souligner. Parce que donc tu as publié les éditions Spirit Darko. D'ailleurs c'est ton surnom, on l'a pas. Ça c'est mon pseudo. Donc tu as publié Fusion Man, le super-héros Homo et Frenchie. Donc et tu as commencé sur le web en fait, et tu as ensuite publié. En fait, j'ai commencé même avant, puisque Canal+ a commandé en... Oui, partout est parti du court-métrage, d'accord. En 2009, ils ont commandé une collection, comme ils faisaient régulièrement, de 5 courts-métrages avec un thème. Ils balançaient, voilà le thème qu'on veut, faites-nous appel à projet. Ils ont reçu une centaine, je crois que c'est 200 ou 300 scénarios. J'ai eu la chance que le mien soit retenu. Et donc Canal+ il a été réalisé en 2009, disponible sur YouTube. Vous pouvez le voir très facilement, tapant Fusion Man Gay ou les incroyables aventures de Fusion Man. Et c'est un super cadeau, moi. Il y a des choses dans le film, comme c'est pas moi qui l'ai réalisé, certaines que j'adore, d'autres moins, mais je reste quand même. Enfin, c'est un rêve de gamin. C'est Xavier Jean et Marius Val qui l'ont réalisé. On te voit d'ailleurs dans le. Oui, on me voit. Bien joué. T'as une bonne, pas mal. Effectivement, je fais un petit caméo. Oui, donc tu as pas décidé. Est-ce que le film est éloigné de ta vision d'origine du personnage? J'ai envoyé le scénario et comme toujours quand on envoie un scénario à un réalisateur, automatiquement il va se le accaparer. Plus Canal+, qui est une chaîne qui avait une identité forte à l'époque, forcément maintenant, mais forte à l'époque, ils voulaient vraiment en faire quelque chose de particulier. Bah, ça a de la gueule. Donc le film est très très beau. Et voilà, donc il y a des choses qui sont très fidèles à ce que moi j'ai écrit, d'autres beaucoup moins. Mais effectivement, le film existe. Le film existe, c'est génial. Et alors, peut-être, est-ce que c'est pour ça ou que tu es parti sur la BD, parce que tu voulais vraiment raconter. À la manière d'un Whedon qui aurait pas été satisfait du film Buffy. Tu fais ta série derrière. Poursuivi l'aventure. Mais prends-la. Je la saisis, je l'embrasse. Mais c'est un peu ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a adoré le concept d'un super-héros gay. Beaucoup de gens dans le milieu ont adoré le court-métrage. On a été contactés par France 2, France 3, Comédie, BBC, qui voulait faire des séries télé. Carrément. Ouais. Le problème, c'est que en fait, le première chose qui s'est passé, c'est que ce qu'ils voulaient faire, c'était en fait le concept du super-héros gay et pas vraiment mon personnage. Comme si le super-héros gay, enfin voilà, les super-héros hétéros, ils ont 15 personnalités différentes et c'est pas tous les mêmes. Et donc là, mon personnage a été beaucoup modifié d'un projet à l'autre en disant que c'est tout le temps le même, mais en fait pas vraiment. Ce qui est un peu compliqué pour moi à suivre et un peu parfois douloureux, mais j'avais quand même envie qu'une série se fasse. Et le problème, c'est que la production était hyper excitée à cette idée-là. Mais le jour où on fait le budget, entre scène de ménage qui touche tout le monde, qui est un décor fixe avec deux comédiens, ou Fusion Man qui pour que ce soit bien fait va alors coûter une blinde et va toucher une niche geek et gay. Sur le même projet. C'est ça, c'est tout vu. Donc ils m'ont, au bout de 4-5 réunions, rencontres avec tel ou tel producteur, ça a été non.
Donc après j'ai eu une phase un peu compliquée où il fallait que je me réaccapare mon personnage qui avait été un peu violenté dans tous les sens, recaractérisé, recaractérisé, changé, modifié. C'est comme si on décidait que Buffy en tant qu'héroïne. Et tu t'es vraiment éloigné du coup du concept original? Bah eux m'y ont éloigné, ouais. Eux m'y ont éloigné, donc en fait c'est pour ça que quand j'ai décidé de faire un webcomics sur internet, je me suis dit au moins là j'ai de la liberté. Le comics. Ça c'est en quelle année du coup? J'ai décidé de faire un comics en 2010. D'accord. Pareil que j'ai envoyé aux éditeurs. Les éditeurs m'ont dit pareil, du super-héros, en France le super-héros même généraliste hétéro ça marche pas. Il y a des très bons titres mais qui ne se vendent pas, et en plus homo encore une fois on a le même problème. Donc je me suis dit je vais me lancer dans le webcomics, comme ça j'ai toute la liberté, je peux en faire ce que je veux, ça touchera la cible que ça peut toucher. Je voulais faire une histoire très indépendante, il est homo et alors, avec toute une mythologie et tout ça. Malheureusement c'était le moment où il y a eu la manif pour tous, tout le débat, et je pouvais pas ne pas m'y engager. Et oui, donc, tu en parles dans le webcomics. Exactement, donc c'est devenu le sujet. J'ai pas envie de dire malheureusement, quelque part ils ont gagné, ils m'ont obligé à répondre, et donc c'était devenu le sujet, l'homophobie. Et ce qui est intéressant c'est que moi j'avais fait du scénario de film, et j'avais appris à faire du scénario de cinéma, mais je savais pas du tout comment on faisait un scénario de comics. Et j'avais beaucoup sympathisé avec Jean Genty, donc le dessinateur de la suite de Buffy en comics. Par le biais des fameuses conventions. Des fameuses conventions, exactement. Et je lui ai dit tout simplement, est-ce que tu peux juste me donner 2-3 exemples, me dire comment on écrit une bande dessinée? Et lui il m'a dit, oh bah oui bien sûr, et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a envoyé le script de Joss Whedon, du premier issue, The Long Way Home. Donc comment avoir un meilleur exemple que Joss Whedon pour apprendre ça? Voilà le script évidemment. Je suis extrêmement jaloux. Je peux pas le diffuser, ce qu'il m'a dit je te l'envoie, mais alors tu ne le montres à personne. Oui, on s'arrangera. Et alors ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Autant de façons. En fait c'est page 1, donc tu dénomines la page que le dessinateur va voir, donc page 1. Après tu mets panel 1 qui correspond à une case. À la case, ouais. Tu mets le didascalie, donc le texte, il se passe ça dans l'image, on voit le lever du soleil, le super-héros vole dans le ciel, et après tu mets à la ligne les dialogues en mettant les dialogues, voilà, il se passe à ça, après tu passes panel 2. Donc ça se passe case par case en fait. Case par case, exactement. Ou pas, il y a la méthode Stanley qui écrit les 3 lignes et qui disait tu dessines ça. Mais... Et puis il y a l'autre auteur très connu de BD, Alan Moore qui fait des pages et des pages. Alan Moore, c'est ultra détaillé, du coup le dessinateur a plutôt l'impression d'être un exécutant et de pas apporter. Il y a certains scénaristes qui laissent la liberté du découpage de la case au dessinateur. Tout dépend du coup comment toi tu fonctionnes, comment tu vois ton comics. J'ai tendance à cinématographiquement peut-être. Ouais, je donne les détails de base. Ouais. Et après évidemment, enfin moi en fait, je donne les détails de base, mais après je suis ouvert à la discussion avec Surtout si t'es avec George Genty, parce que t'as eu la chance. Il m'a fait des planches, pour Fusion Man, pour le webcomics. Un mec qui a beaucoup plus d'expérience du coup que toi. Qu'est-ce qui t'apporte Bah c'est génial parce que déjà quand je lui soumets une planche, il est clair avec moi. Lui il me dit, je vous dis pas combien il coûte à la page, mais il coûte très très cher. Donc il me dit si je le fais pour toi, c'est parce que je le fais par amitié, parce que je pense que ton projet est qualitatif et que j'ai envie de le faire. Donc lui quand il reçoit mes planches, il a fait donc une page pour le webcomics, le premier baiser entre Fusion Man et son éventuel Love Interest, et il m'en a fait 3 pour l'ouvrage qui est sorti et qui finit par sortir, et une autre pour effectivement la version française de l'ouvrage Love is Love. Et clairement, par exemple, la page du webcomics plus les 3 pages qui sont parues dans l'ouvrage, il les a lues, traduits par Yael, et il a gros bisous. Il a adoré et il m'a dit ça c'est bon, je le fais tel quel. Par contre la page par exemple pour Love is Love, il m'a dit non, on l'a refait. On l'a refait. Il m'a dit tu retravailles ça parce que là ça fonctionne pas, Tu dois apprendre, ça est génial. C'est ça. Puis c'est sa façon d'être en plus. C'est pas qu'avec moi. Il l'a dit sur scène au Comic Con avec Joss Whedon. Il lui dit non mais ça va pas. Tu refais ça comme ça quoi. Mais c'est ça qui est génial. En même temps ça apprend beaucoup. Enfin un mec comme ça, moi je l'écoute et je fais ok donne-moi tout ce que t'as amené. Donc là soyons d'être clair pour les gens qui nous écoutent. Donc s'ils veulent lire Fusion Man, le court-métrage sur YouTube, les incroyables aventures de Fusion Man ou Fusion Man Gay. C'est pas si nécessaire que ça. Bah, c'est un bon début quand même pour sa introduction au. J'en tiens compte quand même dans la mythologie. C'est canon, c'est semi-canonique. Après, il y a le webcomic sur internet que vous pouvez trouver soit sur fusionman.fr, soit sur Fusionman Blogspot. Blogspot, c'est là que le webcomics. Et ensuite, la suite de ça, c'est la suite, d'accord. L'ouvrage qui est sorti, qui est une adaptation du webcomics, parce qu'en fait les gens me disaient je veux une version papier, une version papier. C'était un peu compliqué parce qu'en fait le concept du webcomics c'est que chaque page est fait par un artiste différent. Ça on en a pas parlé. Dans un artiste différent, comics, manga, franco-belge, cartoonesque. C'est des artistes que t'as rencontrés, que j'ai entre guillemets, que j'ai casté, si je peux dire ça comme ça, sur internet. Certains que j'ai rencontrés depuis, d'autres toujours pas.
et qui ont travaillé entièrement bénévolement. L'ouvrage qui est sorti, justement, c'est ça qui va permettre de les rémunérer en partie. Génial, super. Mais voilà, mais l'ouvrage c'est un peu délicat parce que justement, c'est pas évident de transformer un webcomics qui était un projet expérimental en quelque chose de lisible pour quelqu'un qui va aller dans une librairie pour le trouver. Mais bon, les gens l'ont réclamé. Vu que je ne fais aucune promo ou très peu et que j'ai pas de structure comme la Fnac ou Amazon, ça se vend étonnamment bien. Donc je suis très très satisfait. Et là, je suis en train d'écrire ce que je voulais écrire en 2010, avant que ces gentilles personnes de la Manif pour tous sortent une petite pancarte rose. C'est-à-dire, là, je suis en train d'écrire Fusion Man, les origines. C'est-à-dire son origine story avec sa mythologie, son univers mythologique. Il est homo et alors, il y a des histoires avec des garçons, mais c'est comme Spider-Man ou Wonder Woman. C'est pas le sujet. Parce que moi, dans ce que j'ai lu que le webcomic, du coup, il y a une partie, il y a une volonté militante en fait. Exactement, c'est la réponse à Manif pour tous. C'est engagé. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé bien, du coup, c'est parce que t'as une œuvre qui est sympa, où il se passe des choses, il y a de l'humour, il y a un peu d'action et tout, mais il y a surtout un propos. Mais en fait, ce qui se passe au niveau des geeks, c'est-à-dire que au niveau des geeks gays ou des geeks hétéros, pour les hétéros, c'est intéressant d'avoir quelque chose d'engagé parce que ça les sort d'eux-mêmes et ça les intéresse d'être dans l'engagement. Pour les homos, ils en ont marre d'être tout le temps dans le coming out, l'homophobie. Ils ont envie de se dire, j'ai envie de m'identifier enfin à un super-héros et le homo et alors quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas une première marche parce que... Bah ça l'est, mais en même temps cette première marche elle commence à durer. C'est-à-dire que la plupart des programmes de la fiction homo, en BD ou au cinéma, et encore au cinéma il n'y a pas grand-chose, ou en série télé, beaucoup passent par ce stade-là. Et c'est pour ça que des séries par exemple comme How to Get Away with Murder marchent beaucoup dans la communauté gay parce que il est homo et alors. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que maintenant, moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans certaines strates des séries où il y a régulièrement des personnages homo et c'est plus du tout la caractérisation du personnage. C'est très récent, ça date il y a 2-3 ans. Comme tu dis, homo et alors, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Il y a Mister Robot où à un moment donné il y a un patron qui est gay. Il y a une autre série que j'ai vu. Dans Certain Reason Why, il y a un truc pareil aussi. Le héros se rend compte ah quoi mais t'es gay, ah bon d'accord, alors que toi spectateur enfin c'est très bien écrit. Timeless la série dont je vais parler tout à l'heure, très bientôt, il y a aussi ça, il y a un couple homosexuel et effectivement on s'en fout, c'est pas du tout l'enjeu, il y a aucun enjeu de ça et effectivement c'est une autre étape en fait, c'est une autre étape. C'est là que j'emmène Fusion Man maintenant. C'est génial. Comme tu as peut-être lu The Authority avec il y a un couple non mais ça m'intéresse, tu me donneras le ah oui de Warren Ellis, The Authority. Il y a un couple super-héros gay qui est pas du tout enfin, c'est pas du tout mis en avant. Dans Saga de Brian Kivone. Oui, bien sûr, exactement. Super couple gay. Tout à fait. Excellent comics. Et donc, on encourage évidemment les gens à aller lire Fusion Man. J'ai bien précisé. J'ai bien prononcé. Par contre, voilà, et j'ai complètement oublié de parler d'un autre truc complètement en rapport avec Buffy que tu fais. Tu fais une chaîne YouTube avec Yael. Ouais. Donc Yael Simkovic qu'on a déjà reçu plusieurs fois, très grande experte de Buffy, et avec qui donc tu as monté une chaîne YouTube pour les 20 ans de la série qu'on a fêté l'année dernière. Exactement. C'est ça. Yael et moi c'est une magnifique rencontre due aux conventions. Les conventions m'ont fait rencontrer plein de gens absolument incroyables que j'ai encore dans ma vie, dont Yael. Et Yael c'est un hasard incroyable puisque j'étais dans la rue devant les magasins albums que tous les geeks parisiens connaissent et je distribuais des flyers pour la convention, notre convention Buffy, et elle a pris un flyer en disant ah mais c'est trop bien, c'est Buffy, j'adore. Excellente imitation. Et elle était très très enthousiaste. Et elle me dit ah mais c'est incroyable, en plus je parcours en anglais, est-ce que vous avez besoin d'une traductrice? Et Yael étant probablement la meilleure traductrice au monde, avis à tous les gens qui en ont besoin. Et justement l'exclusivité de tout à l'heure, c'est pour ça que je trouvais ça cohérent d'en parler maintenant, c'est qu'on a été gentiment invité, engagé par CloudCon pour faire l'animation, les conférences et les traductions de leur convention Buffy au mois de novembre. Ah, donc on vous verra à Level Up et Raison. Ouais. Ah d'accord. Génial. Qu'elle était sur votre chaîne YouTube et qu'elle trouve ça excellent. Ce fan meet CloudCon va être fantastique, hein. Faut absolument y aller les fans là, si vous n'avez pas pris votre billet, faut venir, hein. Ça va être génial. Super nouvelle, bravo. Donc alors la chaîne YouTube. Donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle Buffy Slays 20 France. On a récupéré le hashtag avant que quelqu'un d'autre le prenne. Bravo. Ce qui était chouette. Bien vu. Et on a fait une chaîne où on parle de Buffy, où le défi qu'on peut être très très bavard et parler de Buffy pendant des heures et des heures et des heures, c'est de répondre à une question que l'autre nous pose sans savoir le contenu de la question et d'y répondre en 2 minutes chrono sans dépasser, être concis et malgré tout réussir à répondre à la question sans en faire trop. Spike ou Angel? Non. Et ça, c'est le sujet de leur
c'est le sujet de la dernière vidéo. Voilà. Allez voir, c'est le sujet de la dernière vidéo. Et donc là, il y a une quinzaine de vidéos là en ligne. Pour l'instant, on en a une quinzaine en comptant les hors-séries. Il y en a encore au moins une bonne dizaine qui vont arriver. Et donc c'est ça, et la chaîne continue même si les 20 ans sont passés. Oui, 21 ans, 22 ans, 23 ans, puis on fera les 20 ans d'Angel après. Voilà, ça continue. Angel Bites 20. Donc allez vous abonner à ces chaînes. Est-ce qu'on a d'autres questions à poser à David, messieurs? Comment ça va? Ça va toujours vachement bien, je suis bien entouré, on parle de Buffy. C'est tout, non, c'était cool, c'est très intéressant. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. C'est évidemment, on vous parle d'œuvres qui nous plaisent avant tout, mais surtout des œuvres où on se dit. Ah tiens, petit rapport. Buffy, nos fans là de Buffy qu'on connaît bien, peut-être qu'il y a un truc qui va leur plaire là-dedans. Donc c'est pour ça que Riley va nous parler d'une série avec des ados. Je commence. Des ados pas super bien dans leur peau. Je résume bien ou pas du tout? C'est ça. Bah t'as tout compris la série. Merci. Je l'ai pas vu. Sortir. Alors je vais essayer. Moi j'ai vu que la première saison de 13 Reasons Why, qui est une série. Diffusé sur Netflix, qui a été créé par Brian Yorkie d'après un roman qui s'appelle 13 Reasons Why de Jay Archer, qui me semble aussi producteur exécutif sur la série. Et c'est diffusé depuis l'année dernière sur Netflix donc. Et vous avez regardé cette série les gars? Non, pas encore. Pas du tout. Le concept c'est qu'il y a une Anna, une jeune lycéenne qui s'est suicidée et qui a laissé, on le voit dans la bande-annonce là, qui a laissé des cassettes audio bien sûr. À l'ancienne. À l'un de ses amis qui s'appelle Clay, qui est en fait le héros de la série, et qui va donc à chaque épisode écouter une cassette, ou la face d'une cassette, et où elle va expliquer la jeune Anna pourquoi, quel événement ont amené à son suicide quoi. Et c'est là toute la construction de la série, donc c'est ça qui est génial. C'est surtout pour ça que j'ai beaucoup aimé la série, c'est dans la narration, c'est que c'est en fait il y a deux temporalités, il y a le présent et il y a on revoit la vie de Anna adolescente au lycée où effectivement c'est pas super cool tout ce qui lui arrive parce que thématiquement tout y passe quoi. C'est tous les problèmes d'ado récurrents, j'ai envie de dire, malheureusement évidemment ça parle de viol, de violence, d'alcool, de slut shaming, j'ai appris ce mot là, slut shaming où on l'a prise en photo, on a vu sa culotte, tout le lycée est tout courant, toute une succession de de trucs pas cool, d'événements traumatiques qui lui arrivent, et ça se propage et on découvre à chaque épisode un nouveau personnage. En fait c'est très comment dire, le héros va écouter une cassette sur un personnage du lycée et le héros va aller se confronter à ce personnage. C'est comme s'il y avait un adversaire à chaque fois à Anna qu'il fallait confronter quoi. Et ça c'est plutôt bien vu, sauf que c'est pas exempt de défauts, notamment qu'on se demande pourquoi le personnage n'écoute pas toutes les cassettes. Parce que en fait, il y a plusieurs fois dans la série, c'est assez méta, on lui dit mais pourquoi t'as pas écouté toutes les cassettes avant de venir nous parler quoi. Et parce que le héros prend des décisions un peu absurdes, alors que s'il il écoute jusqu'à la fin, tu fais pas ça du coup. Ça devient un peu un gimmick, du coup c'est ça c'est un peu décevant, et le rythme de la série est assez particulier. On peut s'ennuyer à la moitié de la série, et ça reprend, il y a quand même des twists assez intéressants, c'est très bien fait. Il y a 13 épisodes, il y a les 13 raisons. Alors en quoi ça t'a fait penser à Buffy non, c'est ça, il n'y a pas de fantastique, mais c'est les adolescents à problème, la solitude, ça me faisait penser l'épisode d'aujourd'hui, Help, avec tous les adolescents qui passent devant le conseiller par exemple, ou Out of Mind, Out of Sight, avec la fille qui devient invisible parce que les personnes ne font attention à elle. C'est exactement les mêmes thèmes en fait qui sont traités de façon très brutale. C'est ça qui est assez marquant et très fort. Et d'ailleurs ça me faisait penser, il y a un personnage de conseiller dans la série, comme Buffy, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un conseiller qui, comme Buffy dans cet épisode, veut toujours aider les autres. Et il se dit, il comprend qu'il y a un problème parce que les adolescents cachent cette histoire de cassette en fait. Ils veulent pas que ça se sache. Et il est tout le temps là jusqu'à ce que ça le concerne quoi, finalement, et que lui-même se retrouve sur l'une des cassettes, et du coup ah mais il est le conseiller aussi sur la cassette. Non mais ça va très très loin. En tout cas c'est une très bonne série. J'ai vu qu'ils avaient fait une saison 2 et avec une sorte de photos. Alors je me demande comment elle a pu faire des photos aussi avant son suicide. Bon,
Ouais, je peux pas m'avancer sur la saison 2 parce que je l'ai pas vu, mais Ça- en tout cas la première saison se suffit totalement à elle-même et ça pourrait D'accord. très bien s'arrêter. Ça sent ça a eu un gros succès, qu'ils ont envie de faire une suite quand même. Ok, moi je vais vous parler très très rapidement de la série Timeless, on est à sa 2e saison en ce moment. Donc c'est une chronique que je vais totalement improviser, que j'ai pas du tout préparée, donc je risque d'être très imparfait. Je ne sais même plus sur quelle chaîne ça. Je crois que c'est la Fox, mais je suis pas. C'est NBC, voilà, très bien. Ça n'a rien à voir. Bref, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que j'ai retrouvé ce qui me plaisait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient dans Buffy, mais il y a notamment un truc très bête, c'était le semi-feuilletement. Ouais. Le semi-feuilletonnant avec, comme tu dis aussi, cette équipe d'amis qui faisaient des missions, des enquêtes, un Scooby Gang à chaque épisode. Et il y avait des vrais épisodes bouclés à la fin de tes 42 minutes. Voilà, t'avais la résolution de l'enquête, et t'avais un truc en plus, t'avais ce fil rouge de la saison. C'est très années 90 finalement. Oui, voilà, ce que faisait très bien X-Files, ce que faisait Urgence, ce que faisait toutes ces séries-là. Et c'est ce que nous fait Timeless, puisqu'on a une grosse phase quand même de séries très très feuilletonnantes. Et il y en a encore avec la série dont tu viens de parler, ou toutes les séries Netflix, c'est très très feuilletonnant. Là on retrouve, moi j'ai retrouvé ce qui me plaisait dans les séries des années 90, c'est-à-dire que c'est très simple. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps, voilà, je vais pitcher un peu. T'as deux équipes, t'as 2 machines à voyager dans le temps qui sont créées, et t'as une équipe, les méchants qui ont une machine à voyager dans le temps, et les gentils qui vont leur courir après dans le temps, un prototype de avec l'autre machine. Et c'est ça, c'est une lutte entre 2 équipes à travers le temps, et avec à chaque épisode une nouvelle époque explorée, c'est la Code Quantum, complètement Code Quantum, et voilà, à chaque épisode une nouvelle époque, un nouveau, et c'est aussi une série qui traverse l'histoire américaine. Ils vont aller à des points charnières de l'histoire américaine, parce qu'il y a un complot, le fil rouge, c'est qu'il y a un organisme secret qui veut modifier l'histoire américaine. Donc le premier épisode, ça se passe l'incendie de Lindenburg, le nom de la société secrète, pardon. Non, c'est plus exactement. Mais voilà, l'assassinat de Kennedy, on y passe tous Fort Alamo, tous ces trucs-là, ils passent tous les moments charnières de l'histoire américaine. Et voilà, et surtout, voilà, t'as cette équipe qui va. Il y a la leader, l'historienne. C'est génial, c'est comme Indiana Jones. Il faut être historien, il faut avoir le savoir pour être le héros de cette série. T'as l'ancien Marines qui lui, c'est un peu les gros bras et tout. T'as le scientifique. Qui est là aussi, et il y a le méchant croate. Voilà, il y a tous les codes des séries très fun des années 90 sont là, et dans un très bon cocktail, je trouve, de SF complètement décomplexé, hein. On n'est pas du tout c'est pas rigoureux sur la science. Oui, c'est très à la cool. C'est très à la cool, mais c'est pas ça qui compte en fait. Mais c'est pas ça qui compte, c'est génial, on s'en balance complètement en mode House, c'est ça les méchants. Parce que j'ai vu l'héroïne, je l'ai vu dans quelque chose récemment, j'avais beaucoup aimé. Moi j'ai vu dans Mad Men. Dans Mad Men, elle a un rôle. Mais voilà, c'est fun, on apprend des choses parce qu'on explore. Alors faut pas apprendre l'histoire avec ça, hein, mais voilà, on voyage dans l'histoire américaine. On a de l'action, on a une enquête à chaque épisode. Je rappelle, à chaque épisode, on n'est pas en mode Game of Thrones ou je sais pas quoi là. Ah ouais, vous allez voir, pendant 2-3 épisodes on s'emmerde et après c'est bien. Non, putain, là à chaque épisode, il se passe quelque chose. À chaque épisode il y a une résolution. À chaque épisode il y a un truc. Il y a toujours un petit twist, après ça repart sur quelque chose. Et voilà, voilà, moi j'adore cette série. C'est de la bonne série popcorn du dimanche soir. Ça passe d'ailleurs le dimanche soir, je crois. Je vous rappelle que j'ai improvisé cette chronique. Ça a été sauvé de justesse. Mais ça a été sauvé de justesse, et voilà, faut en profiter parce que des séries comme ça, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, et voilà, je sais pas si ça continuera. C'est cool. Timeless, donc sur NBC, on a dit, pas du tout autre part. David, tu voulais nous parler de beaucoup trop de choses en fait. Ma liste s'est allongée entre temps. Donc je vais peut-être vous laisser choisir. Alors essaye de nous parler d'une chose que les fans de Buffy doivent absolument peut-être voir. Me dire ce que vous voulez, parce que moi j'ai d'abord pensé à Battlestar Galactica, à Dark Angel, et entre temps j'ai pensé aussi à Supergirl et Agents of S.H.I.E.L.D.
Donc, d'accord. Agent of Shield, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, ouais. Supergirl, ça n'a pas été fait. Supergirl. Allons faire Supergirl parce que c'est plus récent que Dark Angel et Battlestar Galactica. Mais regardez Battlestar Galactica. Évidemment, ils l'ont tous vu. Vous avez tous vu Battlestar. Supergirl, c'est plus intéressant. Ah oui, Supergirl, on connaît moins. J'ai vécu le pilote. Parce que Supergirl, c'est un peu c'est le nouveau bébé, mais pour certains, le vilain bébé de l'univers DC, avec tout l'univers CW, avec Arrow, The Flash, Arrowverse, Legend of Tomorrow, exactement, le Arrowverse. Et moi j'ai commencé, en fait, j'ai vu le pilote d'Arrow, j'ai vu le pilote de The Flash et j'ai moyennement accroché. J'aime pas du tout la façon dont Greg Berlanti réalise, c'est un problème visuel et pas du tout de scénario, bien que scénaristiquement il y a aussi des soucis. Il y a des gros soucis. Mais Supergirl, ce que j'ai aimé, c'est l'absolue fraîcheur de la série. C'est-à-dire que tu as plein d'acteurs que j'adore. Il y a, comment elle s'appelle, Melissa Benoît de Glee. Donc, qui joue la Supergirl. Qui fait Supergirl. Calista Flockhart d'Ally McBeal. Le meilleur ami qui était dans Jeremy Jordan, qui était dans Smash. Et surtout, ce que j'ai aimé par rapport justement à la CW, c'est que la saison 1 qui était sur NBC, si je me rappelle bien, au CBS. C'est pas facile les chiens. La première saison de Supergirl, il y avait beaucoup plus de moyens que ce qu'ils avaient sur la CW. Ah oui. Donc déjà en termes d'esthétique, quand elle vole, quand elle se bat, déjà ça se passe à Los Angeles. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'esthétiquement moi qui m'a plu. Je me suis dit il y a des moyens. J'ai pas l'impression du côté cheap de la CW. Ce qui évidemment a été le cas après, puisque la série n'a pas assez bien marché pour rester sur CBS, mais suffisamment pour rester malgré tout à l'antenne. Donc ils l'ont récupéré vu que la cible sur CW. Ce qui fait qu'il y a eu des changements un peu violents en termes de casting, de recasting, de décor et autres. Mais ce que j'aime dans Supergirl, c'est ça, c'est une fraîcheur absolue, c'est-à-dire vraiment, c'est pas toutes ces séries qui, dans une Amérique un peu terne, de racisme, de Trump et autres, dit on parle d'espoir et on assume l'espoir. C'est un peu le syndrome Justice League que certains ont détesté, mais c'est ça, c'est à un moment donné, on peut faire du super-héros sombre et torturé, mais il était temps, à un moment donné, vu comment on est accablé partout, il est temps de faire du divertissement qui parle de lumière. Et moi c'est ça, c'est une fraîcheur absolue où tout le temps cette nana, sans être dans la naïveté de certains comics Superman ou autres qui ont pu exister d'ailleurs, parce que Superman peut être très sombre mais peut être parfois un peu trop naïf. Moi Smallville pour moi je trouve ça parfois un peu trop naïf par exemple. C'est cet aspect où quoi elle cherche la lumière dans tout ce qui est sombre autour d'elle. Et l'autre chose qui m'a intéressé, c'est son rapport à sa sœur qui était dans Grey's Anatomy, qui est une actrice incroyable que j'ai rencontrée il y a d'ailleurs une semaine à Blackpool et qui est une femme. Enfin, je suis resté absolument scotché. Enfin, j'ai beau être homo, je crois que. On sait jamais. Voilà, c'est ça. On lui fait un gros bisou. Pour Kyler Light, voilà, elle est incroyable. C'était Lexi Gray dans Grey's Anatomy. Et les rapports entre les personnages, c'est ça qui est incroyable. C'est les qualités de la Rover, c'est-à-dire qu'on s'attache à eux. On s'attache à ces personnages, même s'il y a un nombre de défauts incalculables. Ouais. Il y a des épisodes de génie, il y a 2-3 épisodes que j'ai trouvé incroyables, et l'épisode de derrière, c'est une catastrophe. Donc il s'éclate à ce niveau-là, au niveau de la représentation. Moi, je trouve ça important qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle avec elle, et c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un terme américain, les séries woke. Les séries woke, c'est les séries qui ont conscience de la modernité qu'elles doivent avoir pour être regardées par le plus grand nombre, c'est-à-dire des séries dans lesquelles il y a de la diversité. Que ce soit, comme là on a vu dans Timeless, un personnage noir, des personnages féminins, des personnages de différentes religions, comme ça peut être le cas dans Quantico ou autre, ou Lost, exactement. The Good Place. Et voilà, et qui est personnage homo et autres. Et là, voilà, vous avez 2 personnages noirs hyper importants. La sœur se révèle être homosexuelle. Le traitement de sa relation est très important, très bien écrit, très juste. Ça a plu. Bon, l'actrice a dû partir parce qu'elle est maintenant sur The Punisher. Donc, un contrat Netflix qui est un contrat meilleur qu'un contrat CW. Donc, elle a dit je vous aime bien, mais au revoir. Mais voilà, et la série fait énormément de choses à ce niveau-là, et moi ça me fait plaisir de regarder quelque chose qui est frais, ou surtout de nouveau une héroïne un peu badass qui se bat et autres, et surtout toute la saison 1 c'est génial. Calista Flockhart, c'est le discours en mode pourquoi Supergirl est importante en fait. Pourquoi Supergirl est importante pour les petites filles de maintenant, ou même pour les femmes, pourquoi elle a l'importance que peut avoir une Wonder Woman maintenant, ou qu'avait Buffy à l'époque. Et je trouve que malheureusement, moi à l'époque quand j'ai grandi en regardant Buffy, je me suis dit les séries avec des héroïnes fortes, c'est normal. Pour moi, bon, je regarde, il y avait Dark Angel, il y avait Alias, il y avait des choses comme ça, moins de charme, mais bref, mais passons. Mais le charme, non. Non, voilà. On parle pas de charme. Non, censure. Mais voilà, et je me suis rendu faudra toujours en fait. Et je me suis rendu compte en grandissant qu'en fait, on n'avait pas tant que ça. Des séries de qualité avec des personnages féminins principaux, forts, qui sont pas dans une série chorale où il y avait plein de personnages différents et autres. Vraiment, c'est le centre. Il n'y en a pas tant que ça. Donc quand j'ai vu Supergirl débarquer, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et il y a
plein de défauts, il y a plein de très mauvais épisodes, mais les épisodes, il y a une telle fraîcheur, une telle bonne humeur que ça fait du bien en fait. Oh, pas mal, bravo David pour ce plaidoyer en faveur de Supergirl. Clément, toi t'as rien en rapport avec Buffy, hein, évidemment, comme d'habitude. Absolument rien. Tu vas nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec Buffy. Évidemment. C'est ça ? Alors, on va sans plus attendre passer à ta rubrique, parce que c'est ta rubrique, mon petit Clément. La rubrique journal de Clément. La rubrique des trucs qui n'ont rien à voir avec Buffy. Mais voilà. Donc Clément vous parle quand même. Hey, Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! Scott! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Allez Clément, arrête de te faire du mal en parlant de Star Wars. Parle-nous plutôt d'un festival que tu nous encourages à aller voir. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Alors je suis désolé pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas à Paris, mais je voudrais parler d'un festival qui s'appelle BD Ciné. venir à Paris ce week-end. Tout à fait, ça sera l'occasion de venir à Paris et de venir nous voir du coup, par la même occasion. Du 2 au 3 juin, le festival BD Ciné, un festival qui existe depuis 6 ans maintenant, qui a pour ligne éditoriale de présenter des films toujours en rapport avec, donc comme son indique, la BD, enfin plus largement le dessin en fait. Et c'est à chaque fois une compilation d'œuvres assez riches et très intéressantes. Au programme cette année, il y a des rencontres dédicaces avec des auteurs de bande dessinée comme Philippe Pochep, Hugues Micol et Sylvie Fontaine. Et Jack Kirby aussi. Exactement. Et il sera pas là, je crois. Ouais, il est pas dispo. Et également des séances documentaires, une compilation de courts-métrages. Voilà, je vous invite vraiment à venir voir ça. Ça dure quelques jours. Et c'est très très bien. En clôture sur la péniche Petit Bar. Oui, j'ai pas dit où ça se passait. Ça se passe à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e, donc le 2 et le 3 juin. Et au Petit Bain, donc dans le 13e, le 3 juin. Voilà. Et c'est un rendez-vous assez qui commence à prendre de l'ampleur. Il faut encourager ça. David, pense. tu connais toi le festival BD Ciné ? On a beaucoup entendu parler. En plus, c'est pas très loin de là où j'habitais avant, même de là où j'habite maintenant. Et ça me donne envie d'y aller. J'ai jamais eu le temps d'y aller, mais parce que chaque fois c'était des moments où j'étais sur d'autres projets, mais ça a l'air vraiment chouette. Et là, la bande-annonce qu'on vient de voir nous en direct m'a donné envie. Alors ouais, faut peut-être expliquer comment ça s'écrit BD Ciné, parce que c'est un peu particulier. Oui, c'est un peu particulier. En fait, c'est tout tout ça. Je mettrai les liens, mais les gens qui nous écoutent, ils sont dans le métro là, ils nous écoutent dans leurs écouteurs, ils savent pas. Il suffit de taper sur leur Safari et BD Ciné. Mais non, c'est pas si simple. Parce que c'est écrit avec des chiffres. C'est pas si simple, effectivement. C'est BD, donc BD comme une bande dessinée. Allez, taisez-vous, comme BD. Écoutons Clément. Voilà. Comment t'écris BD Ciné ? Alors BD, BD. Donc mais attends, tu vas te taire. BD 6. Voilà, le 6, le chiffre. Le 6, c'est important. Et né, donc N majuscule et majuscule. Ah, mais t'es chiant. BD, il est qu'est-ce que BD, vous êtes viré, je peux plus vous voir. Oh la vache. Oh, non, mais je suis désolé pour les gens le pauvre, il est en eau, il est en train de mourir. Exactement, mais moi aussi, j'ai très chaud dans l'œil. Ça me pique l'œil. Voilà, non mais sans déconner, voilà. Donc c'est sur le BD Ciné, BD 6 né du 2 au 3 juin 2018. C'est en ce moment à Paris, il faut venir. Eh ben merci messieurs. Je crois qu'on est au bout de ce podcast incroyable. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Merci au chat d'être resté jusqu'ici. Oui, merci. On ne remercie jamais assez le chat incroyable d'avoir été présent. Merci à tout le monde. On vous fait des gros bisous à tous. On vous encourage à nous mettre non pas 3 étoiles comme Blabla 45, j'ai bien retenu son nom. Comme blablateur, mais mettez-vous 5 étoiles, allez, vous faites pas la voilà. Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir. 5 étoiles, exactement. Ça coûte rien. Allez évidemment donc suivre David Spirit Darko, c'est ça, sur Twitter. Et la chaîne YouTube très cool Buffy Slay 20 qu'il tient avec Yael. Et puis on se revient. Acheter ta BD Fusion Man. Ouais, bientôt. On sur Paris au mot à la bouche, la librairie Game. Voilà, sur le site, il y a un site Fusion Man. Il y a un site Fusion Man qui répertorie tous les endroits où vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver dans 3 librairies sur Paris et une librairie à Toulouse. Voilà, vous avez aucune excuse. On vous fait. Ça, si vous habitez pas à Paris et à Toulouse. Plein de gros bisous. Voilà, ça se commande. Oui, attends, Amazon, tout ça. On vous fait des bisous. On fait des bisous, on laisse on fait des bisous, on se retrouve tous ensemble, CloudCon. Et on risque de se retrouver à Levallois. Oui, du coup. À très bientôt. Allez, le gros bisou. Salut. Bisous à tous. On va s'hydrater. Tchuss. Salut.